Mes chers collègues, nous examinons donc la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du Congrès des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Cette proposition de loi déposée par Monsieur Patrick Caner et les membres du groupe socialiste du Sénat le 16 septembre a été adoptée par le Sénat dès le 23 octobre. La procédure accélérée ayant été mise en œuvre par le gouvernement. Nous avons désigné 2 rapporteurs, un appartenant à la majorité et à l'opposition, le président de notre commission, Monsieur Florent Boudier, et Monsieur Arthur Delaporte du groupe socialiste, auquel je donne sans plus tarder la parole. Et donc c'est Monsieur Florent Boudier qui démarre. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être 2 observations qui sont, au fond, les premières leçons tirées de ma part, mais je pense qu'elles sont partagées avec Arthur Delaporte, notre rapporteur. 2 observations plus générales. Je crois qu'il faut aborder la situation calédonienne avec une infinie et une très grande humilité. Beaucoup d'humilité. Je prends un exemple. Pour ce qui nous concerne, rapporteur pour beaucoup d'entre vous, nous avons une connaissance précise, documentée, s'appuyant sur un très grand nombre de témoignages, d'auditions, auxquels nous avons procédé ces tout derniers jours, sur la situation économique et sociale. Mais ça n'est pas pour nous une réalité vécue. Nous en avons, d'une certaine façon, une connaissance à la fois précise et probablement assez théorique au regard de la situation réelle vécue sur place. Beaucoup d'humilité. Et puis, la seconde observation qui me semble importante de faire en préambule de ces débats, c'est que rien n'est pire, au fond, que de projeter nos débats nationaux sur le sort de l'archipel. Et j'allais dire, je crois même qu'il faut dénationaliser le débat calédonien. C'est en tout cas le point de vue qui est le mien. Je pense qu'il est partagé avec le rapporteur, mais peut-être que me contredira-t-il dans quelques instants. Mais je crois que c'est très important parce que si nous voulons apporter des réponses humbles et qui correspondent aux souhaits du peuple calédonien dans sa diversité, je pense que c'est indispensable que nous sortions parfois de nos grilles de lecture hexagonales. C'est en tout cas la leçon que je retire des derniers jours. Mes chers collègues, la proposition de loi organique que nous examinons aujourd'hui vise, vous le savez, à reporter le renouvellement général des membres du Congrès des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie au plus tard le 30 novembre 2025. Elle a été déposée sur le bureau du Sénat le 16 septembre dernier par plusieurs sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain et adoptée par le Sénat en première lecture le mercredi 23 octobre. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'être dans une relation transpartisane pour porter ce rapport devant vous, à l'image, par conséquent, de la démarche adoptée par le Sénat. Le report proposé des élections est bien sûr lié à la crise d'une gravité exceptionnelle, économique, budgétaire, sociale, à laquelle est confrontée la Nouvelle-Calédonie depuis le mois de mai, et dont le point de départ a été l'examen, puis le vote par notre Assemblée, les 13 et 14 mai derniers, du projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections du Congrès et aux assemblées de province. Les émeutes ont atteint une intensité maximale au cours des 2 semaines qui ont suivi, se sont matérialisées, vous le savez, par des blocages de voies publiques, par des pillages, par des incendies de bâtiments publics et privés. Le procureur de la République à Nouméa, Yves Dupas, n'a pas hésité à les qualifier, je cite, de mouvements insurrectionnels animés par une radicalisation violente. Le bilan humain, vous le savez, est lourd. 13 morts, dont 2 gendarmes, et des centaines de blessés. Les émeutes ont donné lieu à la déclaration de l'état d'urgence sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie dès le 16 mai et à un renforcement exceptionnel, progressif, exceptionnel, des effectifs de forces de l'ordre présents sur place. 6 mois plus tard, la situation sécuritaire s'est améliorée, bien sûr. Une forme de désescalade s'est engagée, à l'évidence, mais la crise n'est pas pour autant résolue.
L'économie calédonienne a été lourdement atteinte par les émeutes, qui ont plus particulièrement, mais pas seulement, touché la zone du Grand Nouméa. 750 entreprises, 6 000 emplois directs ont été détruits. Près de 1 300 entreprises ont subi des pertes d'exploitation. Cette crise économique se double d'une crise budgétaire et sociale, lourde, puissante, profonde, dans la mesure où un très grand nombre de collectivités locales, devant la baisse de leur capacité budgétaire, pourraient réduire dans les prochains jours, les prochaines semaines, plusieurs dispositifs à caractère social. Et certaines, d'ailleurs, devant leurs contraintes budgétaires, l'ont déjà fait. L'ensemble des acteurs locaux auditionnés par vos rapporteurs, toutes sensibilités confondues, partagent le constat du caractère dramatique, exceptionnel de la situation et manifestent leurs très grandes inquiétudes pour l'avenir, au point, ce sont là les mots utilisés par plusieurs des personnes auditionnées, au point de craindre, dans les prochaines semaines, les prochains mois, des émeutes de la faim, si rien ne s'améliorait. Dans ce contexte, l'organisation des élections, celle fixée au mois de décembre de cette année, se heurte à des obstacles évidents, des obstacles d'ordre politique et des obstacles d'ordre matériel. La première limite tient à l'urgence économique et sociale que je signalais il y a quelques instants et qui nécessite un dialogue entre l'État et les acteurs calédoniens à la recherche de solutions et notamment de solutions budgétaires. Et nous aurons cette discussion avec le ministre des Outre-mer concernant le PLF 2025, pas plus tard, si j'ose dire, que cet après-midi. Pour de nombreuses autorités locales auditionnées, la crise sociale est d'abord et avant tout au cœur des préoccupations de la population, aujourd'hui, qui, selon Paul Niaoutine, le président de la province Nord, je le cite, se soucie la population davantage de sa situation au plan économique, financier, social, sanitaire et éducatif. Mais ces propos du président de la province du Nord reprennent la plupart des propos qui ont été tenus devant Arthur Delaporte et moi-même. La seconde limite, le second obstacle, tient à l'impossibilité d'organiser des élections dans de bonnes conditions, d'un point de vue matériel. La circulation routière, par exemple, n'est pas encore possible sur tous les axes, parfois entravée, ce qui ne favorise pas, évidemment, l'organisation de réunions et de débats démocratiques. Je pense en particulier à la route du Sud, qui met en grande difficulté entre 12 et 15 000 personnes. La troisième limite, le troisième obstacle, tient à la question du périmètre du corps électoral. Et vous le savez, c'est un des principaux sujets de débat, de désaccord, et qui n'est pas résolu à l'heure où nous examinons cette proposition de loi organique. Le consensus reste la seule issue sur ce sujet. Or, l'organisation des élections d'ici le 15 décembre serait manifestement incompatible avec la nécessité de réouvrir rapidement le dialogue entre toutes les parties prenantes. Enfin, la plupart des acteurs locaux estiment que l'organisation d'une campagne électorale pourrait raviver les clivages entre Calédoniens, alors que le territoire a besoin d'abord d'écoute, de dialogue et d'unité d'action pour répondre aux défis de la séquence, aux défis de la période. Au regard de ces considérations, la proposition de loi organique soumise à notre examen s'inscrit dans le cadre posé par le Conseil constitutionnel s'agissant des modifications de la durée des mandats. Il résulte en effet de sa jurisprudence, vous le savez, jurisprudence constante, que ces modifications doivent permettre premièrement aux électeurs d'exercer leur droit de suffrage selon une périodicité raisonnable. Deuxièmement, de revêtir un caractère exceptionnel et transitoire, c'est bien le cas. Et troisièmement, de correspondre à un intérêt général. Je ne doute pas que le report des élections corresponde à un intérêt général. Ces conditions sont donc a priori réunies. Saisi d'une demande d'avis sur la proposition de loi à la demande du président du Sénat, le Conseil d'État, dans son avis du 10 octobre 2024, a admis, je cite, « la volonté de permettre le dialogue entre les partenaires politiques de l'accord de Nouméa, en vue de rechercher un nouvel accord sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, comme répondant à un but d'intérêt général, alors, je poursuis la citation, que la gravité et l'ampleur de la dégradation de la situation économique et sociale compromettent la sérénité nécessaire tant au dialogue qu'à l'organisation du scrutin provincial
dans le calendrier prévu. Cet avis formule également des recommandations dont ont découlé 2 des 3 amendements adoptés par nos collègues sénateurs. L'article unique, devenu article 1er, a ainsi été réécrit sans en changer le fond par simple souci de clarté juridique en particulier. L'article 3 prévoit l'entrée en vigueur de la loi organique dès le lendemain, c'est une spécificité de sa publication au journal officiel, et ce afin de tenir compte du fait qu'elle doit entrer en vigueur avant le 17 novembre, qui est la date à laquelle doit être pris ou devrait être pris, si les élections n'étaient pas reportées, le décret de convocation des électeurs. Les sénateurs ont aussi prolongé les fonctions des membres des instances internes du Congrès, son bureau, ses commissions, à la date de la promulgation de la loi organique en cours d'examen, suite à une demande écrite du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, et ce afin d'éviter 2 renouvellements successifs de ces instances dans un délai très court. C'est le sens de l'article 2. Vous l'aurez compris, ce report, s'il était voté, constituera une étape importante, mais pas une fin en soi. Et au cours des mois à venir, la Nouvelle-Calédonie, mes chers collègues, s'il vous plaît, mes chers collègues, au cours des mois à venir, la Nouvelle-Calédonie devra trouver des réponses aux défis institutionnels et économiques qui sont les siens. Je veux conclure sur un point très, très spécifique. Vous le savez, le président de la République a demandé aux 2 présidents de chambre d'assumer une mission parlementaire et qui se rendra sur l'archipel entre les 9 et 14 novembre. Cette mission parlementaire, de par son autorité, par l'autorité personnelle des 2 présidents, l'autorité morale, ne sera pas la mission parlementaire de représentation de l'État. Elle sera dans une autre situation. Elle a vocation à faire en sorte que le dialogue tripartite, État et chacune des sensibilités, puisse se remettre autour de la table. J'ai beaucoup aimé l'expression de plusieurs de nos intervenants au cours des auditions, qui disaient, au fond, cette mission parlementaire devra dresser la table. Pas en choisir le menu, ni le déterminer. C'est sans doute, en effet, le rôle qui sera le sien. Et dans ce contexte, je souhaite, et je parle sous le contrôle de Philippe Gosselin, il sait pourquoi je le cite, dans ce contexte, je souhaite que la Commission des lois prenne, dans le sillage de cette mission parlementaire, toute sa place, à l'image de son rôle passé, pour que nous soyons, dans ce caractère transpartisan, qui est incarné aujourd'hui par Arthur Delaporte et moi-même, pour qu'elle puisse, pour que nous puissions être les interlocuteurs fiables, impartiaux, et des forces à la fois d'analyse et de proposition pour les mois qui viennent. Je vous remercie. Merci, Monsieur Delaporte. Merci Madame la Présidente, Monsieur le co-rapporteur, chers collègues. Avant toute chose, je souhaiterais moi aussi à mon tour alerter avec gravité et aussi humilité, mais sur l'état catastrophique de la situation économique et sociale que vivent aujourd'hui les habitantes et les habitants de Nouvelle-Calédonie. Je leur exprime en notre nom collectif à la fois notre profonde solidarité pour toutes celles et ceux qui ont vu leurs biens de production détruits, qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur logement. Je pense aussi à tous ces enfants qui, aujourd'hui, ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont plus de transport scolaire, parce qu'ils ont dû quitter leur logement, à toutes ces femmes également, parce qu'on nous a témoigné aussi des remontées inquiétantes de cas de violences intrafamiliales qui ont dû décohabiter et retourner pour certaines dans leur logement, notamment dans la province nord en quittant la région de Nouméa. Je pense évidemment aussi à toutes les personnes qui sont décédées à la suite directe des émeutes. 13 personnes sont mortes directement, et aussi à toutes les victimes indirectes, faute notamment d'accès aux soins. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais la situation budgétaire en Nouvelle-Calédonie, et ça vient d'être rappelé à l'instant, est également extrêmement inquiétante. L'urgence est réelle et l'État, et nous devons nous y engager en tant que représentation nationale, doit y mettre les moyens. Nous y reviendrons dans la journée.
La fin ainsi annoncée du dispositif de chômage partiel d'ici la fin de l'année risque de faire basculer des milliers de personnes supplémentaires dans une précarité dramatique. Il faut donc, pour la collectivité, de la visibilité financière pour pouvoir sortir la tête hors de l'eau, mais cela doit s'atteler avec une reconstruction politique. Notre Assemblée, là aussi, doit être à la hauteur, et cela vient d'être dit à l'instant par le Président et mon corapporteur, prendre toute sa part pour contribuer à l'échelle de la Commission des lois et au-delà, à la restauration d'un dialogue malmené par une crise dans laquelle l'État a eu, en particulier dans son déclenchement, une stratégie encore aujourd'hui contestée et a une part de responsabilité imminente. Dans le prolongement également de ce qu'évoquait à l'instant mon corapporteur, il nous paraît donc essentiel de nous engager à la fois avec humilité, mais aussi un sens retrouvé de la collégialité, en recherchant à chaque fois le consensus et en respectant toutes les parties prenantes avec sérénité. C'est finalement une rupture avec ce qui s'est produit ces derniers mois et ce qui a conduit à la situation que nous connaissons aujourd'hui. À ce titre, l'examen de la proposition de loi déposée par les sénateurs socialistes et qui sert de véhicule législatif, notamment pour une raison calendaire, puisqu'il nous fallait, avant le 17 novembre, date limite de prise du décret de convocation des élections, adopter une proposition de loi organique reportant donc ces élections provinciales. Nous devrons aujourd'hui, je l'espère, faire preuve de cet état d'esprit de consensus retrouvé. Et le déplacement prochain des présidents de l'Assemblée, cela vient d'être dit, national et du Sénat, première historique, un déplacement conjoint des présidents des deux chambres, et à ce titre, un signe d'une force symbolique sans équivoque, nous permet d'envisager aussi l'avenir du point de vue parlementaire avec, disons, une sérénité accrue. Il est accueilli favorablement par la plupart des personnes que nous avons auditionnées et il suscite également un certain nombre d'attentes tout aussi légitimes. Le format restreint de cette mission, l'autorité morale, la connaissance et la posture des deux présidents, dans la mesure où ils ne représentent pas l'État, pourraient permettre d'engager donc les parties prenantes dans un dialogue où, comme cela vient d'être dit, et comme l'ont rappelé à plusieurs reprises les acteurs locaux, de dresser la table d'un dialogue tripartite pour engager chacun assis à soi. Comme l'a dit justement notre collègue Djibaou, que je salue, le rôle des parlementaires, c'est d'accompagner la décolonisation et le rapport avec les Outre-mer. C'est désormais aux Calédoniens de construire un projet d'avenir partagé et c'est en Nouvelle-Calédonie que doivent tout particulièrement se poursuivre les discussions pour la recherche de son destin. En plus des questions économiques et sociales, plusieurs sujets institutionnels devront être résolus pour écrire la suite de l'accord de Nouméa, la relation avec la France, l'organisation interne du territoire, le corps électoral évidemment, les modalités d'exercice futur du droit à l'autodétermination et donc la poursuite du processus de décolonisation. Attention, rien n'est encore fait. Toutefois, les échanges que nous avons eus au cours de nos auditions nous donnent espoir qu'un accord partagé soit atteignable, et cela avec toutes les formations politiques avec qui nous avons pu discourir. Le 22 octobre dernier, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a ainsi rendu un avis favorable sur la présente proposition de loi organique par 47 voix sur 54, une seule voix s'étant exprimée contre, le reste étant des abstentions. M. Louis Mapou, président du gouvernement, que nous avons auditionné, a d'ailleurs opportunément rappelé que la présente proposition de loi avait recueilli un soutien bien plus large que la loi organique du 15 avril 2024 reportant les élections, à laquelle une partie des indépendantistes de l'Union calédonienne s'était opposée. Rappelons également la résolution du Congrès qui avait été votée le 13 mai dernier, qui appelait au retrait du projet de loi constitutionnelle de révision du corps électoral des élections provinciales. Les auditions que nous avons menées confirment cet avis favorable du Congrès. Nous avons eu à cœur d'entendre le plus largement possible les acteurs de la société politique calédonienne. Nous avons ainsi entendu
outre le Haut Commissariat et des acteurs économiques, et je pense particulièrement aux syndicats qui nous ont fait une demande d'audition, le président du gouvernement et la présidente du Congrès, les présidents de groupes au Congrès, les associations des maires et des assemblées de province, ainsi que les parlementaires du territoire, dont 2 d'entre eux sont présents aujourd'hui, et je les salue. J'en profite également pour remercier les collègues parlementaires qui ont assisté aux auditions, c'est-à-dire M. Lachaud et Mme Sebaï. Un constat globalement partagé en ressort. Le report des élections est nécessaire. L'urgence est d'ordre économique et social, mais elle est aussi et néanmoins institutionnelle. Nous l'avons dit, car les élections ne pourront pas être éternellement reportées. Les élus indépendantistes considèrent ainsi que le report des élections permettrait de travailler à trouver un accord. Pour le président du gouvernement Louis Mapou, il s'agit de redonner confiance à la population de Nouvelle-Calédonie et d'engager un certain nombre de travaux. La notion de confiance est également mise en avant par Jacques Lallier, président de la province des îles Loyauté, pour qui le report est une mesure nécessaire mais insuffisante si elle n'est pas accompagnée d'une véritable refondation du dialogue entre l'État et les parties prenantes. Ce report doit servir à restaurer la confiance et à reconstruire un cadre institutionnel. Pour Jean-Pierre Jaiwe, président du groupe Union nationale pour l'indépendance, UNI, ce report ouvrirait une nouvelle opportunité de nous retrouver autour de la table, la fameuse table, pour pouvoir discuter. Les non-indépendantistes rappellent en particulier que des discussions préalablement au mouvement de colère avaient déjà permis de clarifier des positions, voire de trouver des terrains d'entente sur un grand nombre de sujets. Ils expriment donc le souhait que ces travaux puissent constituer une forme de base de travail à partir de laquelle des points de convergence et de divergence des parties prenantes pourront être mis sur la table et clarifiés. Il faut tout de même mentionner que les élus de l'éveil océanien se montrent plus circonspects face à un report en faveur duquel ils ont néanmoins voté. Toutefois, s'ils expriment une demande de renouvellement de la classe politique actuelle, la divergence porte davantage sur la capacité des élus en poste à trouver un accord que sur l'objectif partagé que constitue la recherche d'un accord global. À cet égard, les attentes des parties prenantes envers l'État sont fortes. Plusieurs personnes auditionnées ont eu des mots sévères à l'égard de son action et de son rôle dans le déclenchement de la crise. L'obstination du président de la République à convoquer le Congrès malgré une absence de consensus est évidemment, et à mon sens, une faute politique majeure. Le dessaisissement du dossier de Matignon au profit du ministère de l'Intérieur a notamment renforcé un sentiment de défiance d'une partie des acteurs qui demandent aujourd'hui, et pour le coup de manière unanime, à l'État neutralité et impartialité, sans pour autant qu'il ne renonce à prendre des initiatives nécessaires pour avancer. Ça passe par la mise autour de la table de l'ensemble des acteurs pour parler politique. Enfin, l'envoi massif et tardif des forces de sécurité et le transfèrement de détenus en hexagone sont encore des points d'accroche dans la gestion de ce dossier. Mais néanmoins, regardons l'avenir avec un peu plus d'optimisme. Toutefois, c'est ainsi que dans ce cadre que les annonces faites par le Premier ministre, Michel Barnier, le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, sont bien perçues. Le retrait du projet de loi constitutionnelle, qui ne sera finalement pas soumis au Congrès, semble également amorcer un changement de méthode louable et une baisse des tensions propice aux discussions. Les élus non indépendantistes auditionnés, Sonia Baquès, François Suvet, Gilles Brial, espèrent ainsi que l'État puisse apporter une aide à la reprise du dialogue via une méthode et un calendrier. Philippe Michel, de l'Union calédonienne, y voit pour sa part l'État comme un chef d'orchestre. En tout état de cause, et dans la continuité des accords de Matignon en 88 et de Nouméa en 98, l'État doit redevenir un tiers de confiance, impartial et garant auprès des partenaires locaux de la continuité du processus de reconstruction socio-économique et du processus politique. Je nous invite donc, chers collègues, à adopter cette proposition de loi organique afin de permettre à la Nouvelle-Calédonie de se concentrer. Nous espérons un vote conforme afin de pouvoir, dans les plus brefs délais, promulguer cette loi. Je souligne également que les semaines qui viennent seront déterminantes, ainsi que les mois à venir, pour la recherche des solutions institutionnelles nécessaires. Je finirai en citant Lionel Jospin, dont chacun connaît l'engagement sur le sujet, qui, en mai dernier,
disait ainsi dans une tribune que l'accord à construire demain doit permettre de fonder un nouveau contrat social entre les communautés qui vivent sur une même terre. Il pourrait aussi ouvrir le chemin d'une évolution des relations entre la Nouvelle-Calédonie avec la France, conduisant, le moment venu, à une émancipation plus complète. Voilà, je vous remercie. Merci, messieurs les rapporteurs. Nous allons passer aux orateurs des groupes. Monsieur Yohann Gillet pour le Rassemblement national. Oui, merci Madame la Présidente. Messieurs les rapporteurs, chers collègues, la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui vise à reporter les élections aux assemblées provinciales et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie avec une échéance au 30 novembre 2025. Ces élections avaient déjà fait l'objet d'un premier report au plus tard au 15 décembre 2024 pour favoriser la conclusion d'un accord sur l'avenir institutionnel de l'archipel et finaliser la réforme du corps électoral. Cependant, l'adoption par le Parlement en mai 2024 du projet de réforme constitutionnelle sur le gel partiel du corps électoral spécial en vue des élections provinciales a engendré une crise profonde. Cette crise a été marquée par des émeutes violentes avec un terrible bilan, 13 décès de gendarmes, des dégradations nombreuses de biens et une dégradation sans précédent de la situation économique et sociale. Nos alertes répétées plusieurs mois avant le début des émeutes sur le risque que le calendrier du gouvernement de l'époque faisait peser sur ce territoire français n'ont malheureusement pas été entendues. C'est bien le manque d'anticipation du précédent gouvernement, et disons-le, sa légèreté, qui a plongé la Nouvelle-Calédonie dans cette crise profonde, dont le coût est énorme. Les dégâts pour le secteur privé atteignent 1,2 milliard d'euros. Plus de 700 entreprises ont été détruites. Près du tiers des effectifs salariés se retrouvent au chômage partiel. Et pour les infrastructures publiques, la facture s'élève à 1 milliard d'euros. L'impact est immense. S'y ajoutent par ailleurs des ingérences étrangères qui accentuent les tensions. Le gouvernement a commis un nombre incalculable d'erreurs en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement n'a pas été capable de faire une proposition statutaire capable de servir de base à des négociations tripartites. Maintenant, il va falloir se remettre autour de la table et l'apaisement est la priorité. Le Rassemblement national entend bien participer à la construction d'un nouveau consensus autour d'un accord global, institutionnel et économique. Nous accordons la plus grande importance à un avenir stable tourné vers le développement de la Nouvelle-Calédonie et donc de la France dans le Pacifique. Et cela dans le respect de tous les Calédoniens dans leur diversité, afin que ce territoire français connaisse l'apaisement qu'il mérite. Ainsi, au regard de la gravité de la situation actuelle, nous estimons qu'il est primordial de différer ces élections de façon à permettre un apaisement de la situation et la recherche d'un accord commun. Notre groupe a toujours été et restera un défenseur de la Nouvelle-Calédonie française. Nous resterons vigilants pour protéger les intérêts de nos compatriotes et refusons le morcellement de la République française. Je vous remercie. Merci. Pour Ensemble pour la République, monsieur Vincent Corre. Merci Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Nous examinons aujourd'hui la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie après son adoption au Sénat. Si le groupe EPR ne partage pas l'ensemble des constats dressés dans l'exposé des motifs, nous partageons la logique d'objectif du texte, à savoir permettre l'organisation dans des conditions apaisées et dans le respect du droit des futures élections provinciales et du Congrès de Nouvelle-Calédonie. Ces élections, prévues le 12 mai 2024, avaient été reportées une première fois au 15 décembre de cette année par le législateur afin de permettre la mise en œuvre du dégel du corps électoral ainsi que la conclusion d'un accord global sur l'avenir institutionnel de l'archipel entre les représentants indépendantistes, non indépendantistes et l'État. Nous débattons et sommes appelés à voter un nouveau report à la fin de l'année 2025. Tout d'abord, ce report il est rendu nécessaire au regard de la situation en Nouvelle-Calédonie, les événements du printemps que vous les avez rappelés et leur cortège de destruction et de violence. 6 000 emplois détruits, 2 milliards d'euros de coûts, 13 morts dont 2 gendarmes sont encore proches et ne permettent pas de tenir dans les conditions exigées le scrutin d'ici à la fin de l'année. Le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, s'est rendu dans l'archipel il y a quelques jours et a annoncé de nouvelles aides financières de l'État au-delà des 1,7 milliard d'euros annuels, dont 400 millions d'euros pour soutenir habitants, travailleurs et entreprises. Ces annonces doivent contribuer à créer les conditions du dialogue et participent de la réponse globale à apporter pour enfin apaiser la situation en Nouvelle-Calédonie. Cependant, à date, nous ne pouvons que constater que ces difficultés économiques et ce besoin de retour progressif à la normalité rendent inopportune, vous l'avez dit également, l'organisation des élections sur le plan matériel fin 2024.
Ensuite, ce report il est conforme à l'esprit des accords de Nouméa et à l'état du droit dans notre pays, et c'est pour cela également que nous le soutenons. D'abord, le Congrès de Nouvelle-Calédonie, il y a 7 jours, dans un avis consultatif, s'est lui-même prononcé en faveur du report des élections provinciales, traduisant le soutien des acteurs locaux à ce report. Ensuite, il est conforme au droit. En effet, il respecte l'exigence constitutionnelle d'exercice du suffrage de manière suffisamment régulière. Le report proposé conserve un caractère exceptionnel et transitoire. Et par ailleurs, le but qui sous-tend ce report demeure l'intérêt général au travers de la volonté de permettre le dialogue entre les partenaires de l'accord politique de Nouméa. Enfin donc, cette PPLO s'inscrit dans la continuité des actions menées jusqu'à présent par le gouvernement pour établir le dialogue. Et en cela, elle est une étape, du moins un préalable, à une solution institutionnelle durable. En conclusion, le groupe EPR votera cette proposition de loi qui a été adoptée à l'unanimité, cette proposition de loi organique adoptée à l'unanimité au Sénat et qui s'inscrit dans la continuité des actions menées par le gouvernement. Nous appelons à son vote conforme. Comme l'a indiqué le Premier ministre, il s'agit de mettre à profit la période pour la reconstruction économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie et la recherche d'un consensus politique sur son avenir institutionnel. Il s'agit d'une étape, je l'ai dit, nécessaire mais non suffisante, c'est-à-dire un préalable à une solution institutionnelle durable. Cet objectif, nous le partageons, c'est celui de la responsabilité politique dans le respect du droit. Nous soutenons donc cette proposition de loi organique tout en appelant l'ensemble de l'arc politique néo-calédonien ainsi que l'État à fonder et à trouver un chemin institutionnel nouveau et apaisé pour l'avenir. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bastien-Lachaud pour LFI. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, nous examinons aujourd'hui dans l'urgence un texte de report des élections provinciales. Initialement prévues en mai 2024, ces élections ont donc été reportées au mois de décembre par un texte voté en mars. Ce report avait été acté pour permettre entre-temps de dégeler le corps électoral dans le but que les prochaines élections se fassent avec le nouveau corps électoral. Le groupe de la France Insoumise s'était élevé contre ces deux projets indissociables. Or, le projet de dégel du corps électoral étant inacceptable et inaccepté, le gouvernement a été dans l'impérieuse obligation d'y renoncer face à la révolte populaire. C'est ce qu'a acté le Premier ministre dans son discours de politique générale prononcé devant les députés. Mais ces mots n'ont pas été prononcés de la même manière devant le Sénat. Pourquoi ? Gageons qu'on puisse malgré tout lui faire confiance et que l'ensemble de ce projet inepte est annulé. Nous avons donc déjà perdu beaucoup de temps pour ces élections. Il est proposé de les reporter à nouveau au mois de novembre 2025. Notre groupe estime que le report au mois de novembre n'est pas suffisamment justifié. Déjà, il est tout à fait possible matériellement d'organiser des élections. L'organisation des élections législatives en juin et juillet dernier, qui a été une surprise en Kanak-Nouvelle-Calédonie comme ailleurs, l'a bien montré. Elles ont fait l'objet d'une participation record, preuve s'il en est de l'intérêt accru du peuple calédonien. Mais puisque le Congrès calédonien s'est massivement prononcé en sa faveur, nous ne pouvons que suivre son avis. Mais attention, l'accord ne vaut que si et seulement si le projet de dégel unilatéral du corps électoral envisagé par le président Macron est définitivement abandonné. La confiance dans les institutions et dans la parole politique est plus que compromise au vu des reniements qui ont été faits au plus haut sommet de l'État. Après le désastre occasionné par l'obstination du président Macron et le vote de la loi obtenue grâce aux voix du Rassemblement national, qui nous a fait revenir 40 ans en arrière, nous avons le devoir de sortir par le haut de cette situation. Il faut ouvrir une nouvelle séquence politique pour que les acteurs calédoniens trouvent entre eux un accord global sur l'avenir institutionnel de la Kanak-Nouvelle-Calédonie. Pour pouvoir trouver cet accord, il me semble impératif de procéder aux élections rapidement. Car les dernières élections datant de 2019, il semble impératif que de nouvelles élections asseyent la légitimité démocratique des élus. Cette légitimité nouvelle est nécessaire pour que les discussions sur l'avenir institutionnel de la Kanak-Nouvelle-Calédonie puissent être menées à bien. Dernier point, et non des moindres, il faut que les prisonniers politiques soient libérés. Le président du FLNKS, Christian Théin, est en prison à Mulhouse, sous des chefs d'accusation grotesques et au mépris de tous ses droits. La Cour de cassation vient d'ailleurs de le reconnaître. Monsieur Christian Théin sera un acteur incontournable des négociations. Il doit, avec les autres, sortir de prison et pouvoir rentrer chez lui. Plus largement, je veux dénoncer ici le transfèrement d'une centaine de prisonniers dans l'Hexagone qui s'est également fait au mépris de leurs droits. La crise que l'archipel connaît est une crise politique qui s'est aggravée d'une crise économique et sociale d'une gravité extrême. Les émeutes de la faim sont aujourd'hui une crainte partagée par plusieurs acteurs sur le territoire. Mais rien ne pourra être résolu sans une solution politique. Pour que cette solution puisse être trouvée par les Calédoniens, il faut impérativement revenir à ce qui a permis les accords de Matignon-Oudéo, puis de Nouméa. L'impartialité de l'État, la méthode du dialogue et du consensus, l'objectif de pleine émancipation de l'archipel. Je salue le travail des rapporteurs, et notamment celui du président rapporteur, et cela ne doit pas être simple pour lui de noter que l'État a manqué d'impartialité. Je conclurai en disant que je partage, comme tous les parlementaires ici je pense, la volonté d'aboutir à un consensus.
Et je pense que le consensus de la représentation nationale pourrait commencer à préfigurer la sortie de crise que nous appelons de nos vœux. Malgré cela, je ne pense pas pouvoir voter ce texte les yeux fermés parce que les conditions de la confiance ont été rompues. Aussi, j'attends du gouvernement les engagements les plus clairs et les plus fermes sur l'abandon du dégel unilatéral du corps électoral. Merci. Pour le groupe socialiste et apparenté, Monsieur Giovanni William. Merci Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Mieux s'administrer localement, chercher inlassablement les conditions de l'émancipation politique permettant de vivre d'une manière qui respecte et renforce la liberté des autres. Cela me parle évidemment, je pense que cela vous parle, ça doit nous parler en tout cas, au moins nous interpeller en tant que parlementaires. Prévues initialement pour le 12 mai 2024, ces élections visant le renouvellement général des membres du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ont été reportées au 15 novembre 2024. Mais précipiter ces élections n'a fait qu'exacerber une situation déjà délicate, renforcer l'incompréhension d'une population ainsi que sa défiance des institutions déjà ébranlées ces dernières années. Et faut-il le rappeler, le précédent report, les parlementaires socialistes, à savoir sénateurs et députés, avaient déjà indiqué que le calendrier était trop serré pour permettre aux négociations d'aboutir. Un an est le temps de l'apaisement, le temps nécessaire pour renouer le dialogue, mener des négociations fructueuses et adopter des mesures préparatoires, respectueuses de chacune des parties prenantes dans un état de droit. Ainsi, ce projet de loi organique propose de reporter donc la date de ces élections, je n'y reviens pas. Cette démarche doit garantir la légalité du processus, conformément à l'avis du Conseil d'État en date du 25 janvier 2024. Mais attention, chers collègues, nous devons plus que jamais être vigilants et penser d'abord, et je dirais même uniquement, aux intérêts de la population calédonienne. Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous reconnaissons l'impérieuse nécessité d'instaurer des garde-fous face à ces reports successifs, tout en maintenant un cadre de négociation serein. Et par conséquent, le groupe socialiste et apparenté votera favorablement ce texte et nous espérons un vote conforme. Merci. Merci. Pour la droite républicaine, Monsieur Philippe Gosselin. Merci Madame la Présidente. Oui, à notre tour de nous pencher sur cette question très délicate du report des élections et dans un contexte qui a été rappelé dramatique. Depuis plusieurs mois, la pression est montée, avec sans doute un paroxysme le 13 mai 2024, avec des manifestations qui ont rassemblé des deux côtés des foules immenses. On a coutume de dire, si on veut donner comparaison, qu'il y aurait eu 5 millions d'hexagonaux à Paris côté rive droite et 5 millions côté rive gauche, c'est-à-dire du côté des loyalistes et des indépendantistes. C'est énorme et je crois qu'il faut l'avoir évidemment en tête. C'est aussi, au-delà de la crise politique qui est évoquée et dont nous parlons, bien évidemment, d'abord et avant tout une crise humaine, une crise économique et sociale. Il faut bien avoir en tête la catastrophe économique qui se déroule actuellement sous nos yeux. C'est pas simplement le nickel, l'usine du Nord qui a fermé, des milliers de personnes qui sont au chômage, mais ce sont aussi des magasins qui ont été pillés, des entreprises qui ont fermé et dont la reconstruction prendra de longs mois, pour ne pas dire quelques années. Depuis tout cela, le doute s'est instillé. Il n'y a rien de pire que le fiel du doute qui sape la confiance dans l'avenir et qui sape sans doute les éléments fondamentaux qui auraient dû ou qui devraient continuer à nous conduire vers un destin commun. Je reprends des termes de Matignon et de Nouméa, bien évidemment, car je n'abandonne pas, et la droite républicaine n'abandonne absolument pas cette notion de destin commun, je le rappelle. En attendant, aujourd'hui, on a une situation politique qui est très instable, un dialogue qui est à renouer. Alors, ce qu'on nous propose est une solution de sagesse. Rien, aujourd'hui, ne permet d'organiser sereinement
et les élections doivent être sereines, rien ne permet aujourd'hui d'organiser sereinement des élections. Le contexte politique n'y est pas, et le contexte matériel n'y est pas non plus, soyons clairs. Toutes les formes constitutionnelles habituelles ont été vérifiées, c'est l'avis du Congrès, pas de difficulté, ça a été évoqué tout à l'heure avec une forte majorité. Il ne doit pas y avoir de négation de la périodicité raisonnable du droit de suffrage, c'est bien le cas. Il doit bien y avoir un report exceptionnel et transitoire, c'est bien le cas. Et si là, il n'y avait pas un motif d'intérêt général, je ne sais pas où on pourrait trouver ailleurs un motif d'intérêt général. Ceci étant, ce report n'est pas une fin en soi. Reste bien évidemment un épineux sujet qui a été du reste le point de départ, même si les braises étaient déjà sans doute un peu chaudes, mais le point de départ, c'est l'épineuse question du corps électoral. Je crois que ce sujet devra revenir dans tous les cas dans le débat public. Le corps électoral est figé depuis novembre 1998. À l'origine, il y avait un delta de 7,5% environ entre le corps général et le corps provincial. Aujourd'hui, on en est pratiquement à 20%. Ce n'est pas tenable et je crois qu'il y a aussi des chemins pour pouvoir converger. Tout cela appartiendra à la suite et aux échanges. Alors, en conclusion, et pour essayer de nous tourner vers l'avenir, il faut effectivement dresser la table. Cela a été dit, on peut le reprendre. Il faut trouver les voies et moyens de se parler à nouveau, de pouvoir échanger. Et il me paraît important que dans ce contexte, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat puissent se rendre sur place et poser un certain nombre, non pas de conditions, mais d'éléments contextuels peut-être, pour préparer un terrain d'échange plus approfondi dans lequel, et je termine là-dessus, Monsieur le Président, dans lequel notre commission des lois, l'Assemblée nationale, devra avoir toute sa part, comme du reste le Sénat, puisque la voie parlementaire sera obligatoirement nôtre à un moment ou un autre, ne serait-ce que pour réviser la Constitution, puisque je termine là-dessus, les accords de Nouméa sont désormais derrière nous, caducs, et il faudra bien préparer l'avenir. Merci. Pour le groupe écologiste et social, Madame Sabrina Sebaï. Merci Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Depuis mai 2024, le territoire calédonien kanak connaît une vague de violence, ravivant le douloureux souvenir des années 80. Véhicules incendiés, commerces pillés, barrages routiers érigés, habitants cloîtrés dans leur quartier à affrontements mortels qui ont mené à la mort tragique de Kanak, parfois encore des adolescents, âgés de seulement 17 ou 19 ans, ainsi qu'à la mort de 2 gendarmes. Au total, ce sont 13 personnes qui sont mortes. Ces violences n'ont épargné personne, mais elles avaient une origine claire dans le projet de loi constitutionnelle réformant le corps électoral, sur lequel nous avons alerté pendant des mois. Elles avaient une origine claire dans le choix irresponsable du précédent gouvernement. Le coût des émeutes s'élève aujourd'hui à près de 2,5 milliards d'euros. La route de Saint-Louis est toujours fermée à la circulation. Des centaines de gendarmes et des dizaines de véhicules blindés y sont encore déployés. Saint-Louis est l'illustration parfaite de l'illusion sécuritaire. Peu importe le nombre de gendarmes déployés, le moyen le plus rapide de ramener la sécurité et la tranquillité pour l'ensemble des habitants de la zone est une solution politique qui passe par un consensus sur le dégel. Les images de violence et de territoires bouclés par l'armée qui nous parviennent ne sont pas sans nous rappeler les heures les plus sombres de la France coloniale. On utilise d'ailleurs encore les méthodes d'un autre temps en choisissant sciemment d'incarcérer des militants kanaks dans l'Hexagone à 17 000 km de chez eux. En quelques mois, le gouvernement est parvenu à remettre en cause 36 ans de réconciliation et d'accords mutuels. Il nous reste encore du chemin à parcourir pour achever le processus de décolonisation débuté avec les accords de Nouméa. Ce scénario est d'autant plus tragique qu'il avait tout pour être prévisible. Nous sommes nombreux et nombreux dans cette commission à n'avoir cessé d'alerter le précédent gouvernement sur le passage en force, l'adoption à marche forcée du projet de dégel. Nous n'avons cessé d'user de synonyme en synonyme pour évoquer la brutalité d'un tel texte qui n'était le fruit d'aucune concertation. En réponse à nos interpellations, nous n'avons eu au mieux qu'un silence, au pire, une minimisation totale de la situation. Il fallait avoir le cou long, très long, pour espérer faire aboutir une telle technique de l'autruche. L'histoire, et en particulier les récents événements, ont montré que lorsque l'on agit comme si un danger n'existait pas, celui-ci trouve toujours de nouvelles voies pour nous rattraper et ne manque jamais d'exploser. Je crois que c'est une leçon dont chaque personne qui a voulu faire passer ce dégel en force devrait en ressortir avec une grande humilité. Après 9 mois d'âpres débats sur la Nouvelle-Calédonie kanaki dans l'enceinte de ces murs, nous voilà revenus au point de départ. Voter cette proposition déposée par mes collègues socialistes au Sénat, c'est donner une chance aux acteurs impliqués d'aboutir à un accord avant les prochaines élections. Nous allons donc suivre l'avis du Congrès et voter ce report.
Mais il faut le faire sans aucune naïveté sur la fragilité de la situation qui rend tout aussi fragile la signature d'un compromis. Pour rappel, 2 Kanaks sont encore morts il y a 1 mois seulement. Alors aujourd'hui, une page nouvelle peut s'écrire, une page nouvelle mais néanmoins risquée qui fait appel à la responsabilité de chacun pour aboutir à une solution impliquant de manière égale l'ensemble des acteurs. La rhétorique du précédent gouvernement consistait à dire « si vous ne trouvez pas d'accord, nous voterons un dégel que nous avons décidé unilatéralement ». Aucune négociation possible dans cette configuration qui laissait tout le loisir aux loyalistes de ne pas chercher un consensus, se sachant assurés du dégel au bout du compte. Alors aujourd'hui, il faut être clair sur le fait que ces négociations doivent se dérouler dans l'intérêt de tous les acteurs, sans épée de Damoclès placée au-dessus de certaines têtes et avec une impartialité totale de l'État. Nous devrons suivre avec la plus grande attention et la plus grande vigilance les négociations des mois à venir pour éviter à tout prix que les violences des mois derniers ne ressurgissent. Les compromis politiques demandent du temps, parfois beaucoup de temps, et je remercie les rapporteurs pour les auditions qui ont été organisées. Le report des élections n'est pas une solution miracle qui permettra, comme par magie, d'aboutir à une solution, et les derniers mois devraient plus que jamais nous rappeler qu'on ne joue pas aux apprentis sorciers avec la vie des gens. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe démocrate, Monsieur Martineau. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, depuis le 13 mai, le territoire est en proie à des tensions politiques, sociales, économiques inédites. Ces émeutes, nous le savons, trouvent leur origine dans la volonté d'organiser les élections provinciales en fin d'année et de modifier le corps électoral, ainsi que le Conseil d'État l'avait demandé dans sa décision du mois de mars 2023. La situation est telle que les dégâts sur les infrastructures publiques et privées s'élèvent aujourd'hui à plus de 2 milliards d'euros. Que 13 décès en lien direct avec les émeutes sont à déplorer. Le taux de chômage atteint des records et l'usine de la province Nord, dans laquelle le nickel est exploité, a fermé. En raison de la dégradation de la situation économique et sociale de l'île, notre groupe tient à avoir une pensée appuyée pour les familles et nos forces de l'ordre. Les compagnies de gendarmes ont su répondre avec professionnalisme à l'urgence de la situation. Mais ne soyons pas dupes, le contexte de l'archipel reste encore très fragile, comme l'illustre le maintien du couvre-feu depuis les émeutes de mai dernier. C'est pourquoi une nouvelle période doit s'ouvrir. Et comme l'indiquait le Premier ministre dans son discours de politique générale, cette période doit être consacrée à la reconstruction économique et sociale de l'archipel et à la recherche d'un consensus politique concernant l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. La création d'une mission de médiation et de travail proposée par le Président de la République pour rechercher des pistes de dénouement de la crise est un choix salutaire. Nous le devons aux Calédoniens. C'est pourquoi, sous l'initiative de nos collègues sénateurs socialistes, il est heureux que le gouvernement soit venu au soutien du présent texte. En effet, le consensus politique doit être une priorité absolue. Un accord politique doit être trouvé comme cela s'est toujours fait depuis les accords de Matignon. La semaine dernière, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a donné un avis favorable sur ce texte par 47 voix sur 50 exprimées. Ceci constitue donc un signe d'espoir. Notre groupe démocrate considère alors que les conditions paraissent réunies pour l'adoption de ce nouveau report de la date des élections au 30 novembre 2025, au plus tard. Le motif d'intérêt général est patent et la durée totale de prorogation des mandats, qui est de 18 mois au maximum à compter du 12 mai 2024, ne sera pas dépassée. De l'aveu d'une large majorité des acteurs, ce report est dans l'intérêt des Calédoniens. Il permettra d'aller vers une sortie de crise et un accord politique pérenne. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le report de ces élections nous paraît un préalable au chemin de l'apaisement. Au regard de la dégradation de la situation économique et sociale, ainsi qu'aux multiples tensions, et constatant que le dispositif proposé satisfait aux exigences constitutionnelles, le groupe Les Démocrates votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Mes chers collègues, je reprends une seconde mes fonctions de président pour introduire et demander à Agnès Firmin-Le Baudot de bien vouloir intervenir au nom du groupe Horizon et Apparentés. Ce mélange des genres est insupportable. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues.
Le groupe Horizon et Apparentés tient à rappeler son attachement à la Nouvelle-Calédonie et la nécessité de trouver un consensus sur son avenir institutionnel. Ce territoire unique, par la richesse de son histoire et par sa place dans la République française, nous intime aujourd'hui à rétablir un dialogue apaisé qui soit respectueux de toutes les parties prenantes. Atteindre collectivement ce consensus est nécessaire pour pérenniser la paix civile fondée il y a plus de 30 ans. Les mots des accords de Matignon-Oudinot, plus que jamais d'actualité, devront constituer la ligne directrice de nos travaux. Pour que la paix civile soit rétablie de manière durable, la vie publique doit être fondée sur le respect mutuel et organisée selon les principes nouveaux. La construction de ce chemin impose de l'apaisement. Le groupe Horizon et Indépendants souhaite à ce titre saluer l'action des forces de sécurité qui contribuent au maintien de l'ordre public en Nouvelle-Calédonie et permettent aux habitants de retrouver le calme dans leur quartier. Mais veut avoir une pensée également pour toutes les personnes qui traversent des difficultés, qu'elles soient humaines, sociales et économiques, comme ça a été rappelé par bon nombre d'entre vous. Mais renouer durablement avec l'ordre public nécessite d'abord et avant tout de rétablir la cohésion du peuple calédonien. Comme en 1998, l'État doit être prêt à accompagner la Nouvelle-Calédonie dans cette voie, celle d'un accord global tenant compte de l'irréversibilité des accords de Matignon, mais aussi de la volonté du peuple calédonien de rester au sein de la République française. Le rétablissement de cette cohésion nécessite enfin une implication de l'ensemble des acteurs. Dans la continuité du déplacement du ministre chargé des Outre-mer, la prochaine mission des présidents Braun-Pivet et Larcher en Nouvelle-Calédonie va ainsi, à nos yeux, dans le bon sens. Par ailleurs, et conformément à la volonté du Premier ministre, une délégation interministérielle sur la Nouvelle-Calédonie sera constituée. Cela permettra de contribuer à la recherche d'une solution politique concertée. Dans ce contexte, il apparaît ainsi au groupe Horizon que cette proposition de loi organique, en prévoyant le report du renouvellement général des membres du Congrès des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, représente un cadre favorable pour avancer ensemble sur le chemin du consensus, pour redonner confiance, comme ça a été évoqué par un certain nombre d'entre vous. Ce rapport, soutenu par la majorité des acteurs politiques locaux, offrira en effet le temps nécessaire à la création d'un consensus. Tous les Calédoniens ont besoin que la démocratie se déploie dans ce climat apaisé et constructif. Le report, c'est tout simplement de la sagesse et un signal important pour l'intérêt général. La question du dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie demeure un enjeu démocratique essentiel qu'il ne faut pas éluder dans le respect de l'ensemble des sensibilités, avec le dialogue et la concertation nécessaires. Il faut reconnaître que les évolutions démographiques sur l'île sont telles que si les personnes exclues de cette liste représentaient près de 7% des électeurs en 1999, elles sont aujourd'hui 20%, soit presque un cinquième des électeurs. Dans son avis du 7 décembre 2023, le Conseil d'État a rappelé qu'il était nécessaire de revenir à son corps électoral provincial glissant, les dispositions actuelles comportant des dérogations au principe d'universalité et d'égalité du suffrage, qu'il convient de modifier afin d'en corriger le caractère excessif résultant de l'écoulement du temps. Je tiens à saluer les rapporteurs pour leurs travaux. Le groupe Horizon et Indépendants votera en cette faveur de cette proposition de loi organique et appelle de ses vœux à la construction d'un accord respectueux de chacun dans le respect des principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Ce report, s'il est important pour un retour au calme, doit être une étape pour la reconstruction d'une paix civile durable et le destin commun. Je vous remercie. Pour le groupe Lyot, Monsieur Paul Molac. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Alors ce texte nous renvoie 8 mois en arrière et notre commission doit une nouvelle fois se prononcer sur le report des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. Quand je regarde le chemin où nous a conduit l'obstination du gouvernement sur ce dossier, le seul mot qui me vient à la bouche, c'est un sentiment de gâchis. Je dois avouer que je suis profondément peiné et agacé. Le territoire reste plus que jamais marqué par des épisodes de violence, par de trop nombreux morts et blessés. À ces drames s'ajoute désormais une crise économique et sociale ainsi que des dégâts qui ont lourdement touché les services publics et les entreprises privées. Cet immense gâchis doit nous appeler évidemment à plus d'humilité, à faire preuve de prudence, d'écoute vis-à-vis des élus locaux et des peuples qui composent la Nouvelle-Calédonie. Alors je sais que le droit français ne reconnaît aucune minorité et aucun peuple, mais cela n'empêche pas évidemment à ceux qui appartiennent à ces peuples de se penser dans ces peuples, et je suis bien placé pour le savoir puisque je suis breton, et le droit international, lui, reconnaît les peuples sans État, et classe même la Nouvelle-Calédonie
dans les territoires à décoloniser. Alors, s'il faut tirer une leçon de cette situation, c'est qu'il faut en finir d'abord par la logique de marche forcée imposée depuis Paris, et le fait que le fait majoritaire, puisque c'est souvent comme ça que ça fonctionne en France, où finalement la démocratie, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. Ce fait majoritaire ne peut pas fonctionner dans les territoires d'outre-mer. Et c'est bien ce que le gouvernement avait tenté de faire en faisant le dégel du corps électoral, c'est-à-dire finalement de donner le pouvoir à un des peuples sur l'autre. Il ne fallait pas être grand clerc ou devin pour deviner la réaction qui allait être celle du peuple qui va se sentir opprimé. Et on l'avait d'ailleurs dit ici, on nous avait dit le contraire, mais on avait prévenu le gouvernement et ses soutiens de ce qui allait se passer. Et cette méthode brutale ne pouvait pas amener autre chose. Alors on ne pouvait pas savoir évidemment avant de quelle intensité serait la réaction. Là, je dois avouer qu'elle a été particulièrement forte. Mais il était évident qu'il y en aurait une. Alors, face à cela, il n'y a pas grand-chose à faire sinon de revenir à un accord global, d'une part, et surtout, évidemment, à ne pas faire d'élection maintenant, parce que le temps n'y est pas, et de rechercher, évidemment, un consensus. Alors, c'est pour ça que je salue le texte qui vient du Sénat, parce qu'il me permet d'être la voix de l'apaisement, d'une part, et je salue aussi la consultation du Congrès calédonien, qui a donné un avis favorable à cette proposition. Alors, j'espère que nous allons travailler désormais à un accord global. Je le souligne encore une fois de plus, mais l'histoire de la Nouvelle-Calédonie est marquée par le fait colonial. Et au niveau de l'ONU et du droit international, nous sommes regardés de près sur cette affaire. Alors après, on peut parler, effectivement, certains cherchent certainement à en profiter pour des ingérences étrangères, mais il n'empêche que le premier problème, c'est quand même nous qui l'avons créé. C'est-à-dire, soit nous sommes capables de régler les problèmes, et dans ces cas-là, les étrangers ne viendront pas nous embêter, soit on fait nous-mêmes des problèmes, et évidemment, certains trouveront des opportunités. Voilà, c'est pour ça que, juste une petite chose à rappeler, il faudra quand même qu'on budgète cette affaire, parce que je crois qu'elle n'est pas dans le budget. Et donc, nous appelons évidemment tout le monde à prendre leurs responsabilités et de bien peser les choses avec humanité. Merci. Pour le groupe GDR, c'est monsieur Jean-Victor Castor qui s'exprime. Oui. Bonjour, merci Madame la Présidente. Je me souviens des interventions multiples. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire, et au nom du groupe GDR, c'est elle est où la sincérité de ce qu'on fait? Elle est où la sincérité de ce qu'on fait? Un territoire a été mis à plat totalement, économiquement, socialement, politiquement, culturellement, historiquement, puisqu'on a détruit en une décision politique 36 ans d'efforts. Et au moment où je vous parle, il n'y a eu aucune excuse, aucun regret, aucun mea culpa. On entend encore dans cette salle des groupes nous dire « c'est la France une et indivisible ». On n'a pas à entendre la voix des Kanaks, la voix des autochtones, la voix de la légitimité, parce qu'on en revient encore, après tous ces dégâts, avec un discours, la démocratie, le corps électoral qui doit encore une fois être remis donc, à l'ordre du jour, et avec toute une série d'arguments qui ne sont pas justifiés. Je rappelle, et ça a été dit, que les élections législatives ont eu lieu dans une situation encore plus dégradée en termes de capacité à circuler, etc. Ça ne veut pas dire que le groupe GDR est contre le report. Mais s'il y a un report, c'est pour permettre que le dialogue sincère s'installe. Et permettez-moi de douter de cette sincérité. Permettez-moi d'être sceptique sur cette sincérité. Pourquoi?
Parce que dans le discours de politique générale de M. Barnier, chaque fois le peu de fois où il a parlé de l'outre-mer et le temps qu'il a passé à parler de la Nouvelle-Calédonie-Kanaki, c'était pour parler des intérêts géostratégiques de la France et de l'axe Indo-Pacifique. Mais il y a des peuples qui vivent sur ces territoires. Et donc, fondamentalement, il faut dire clairement, est-ce que oui ou non, ce texte sur le dégel du corps électoral est abandonné, oui ou non? Mais bon Dieu de bon sang, il suffit de le dire clairement pour ramener la paix. Pas d'avoir un discours à l'Assemblée nationale et un discours alambiqué au Sénat. Comment vous allez faire? Il y a 3000 procédures judiciaires. 3000 procédures judiciaires. À la veille de ce vote, à quelques heures de ce vote, on vous a averti qu'il pouvait y avoir des morts. La première personne qui est décédée, qui est assassinée, parce que personne ne parle des milices ici, de cette justice coloniale. D'accord? Je rappelle qu'il y a eu le groupe des contacts le 18 septembre à l'Assemblée nationale, devant l'ensemble du parterre de la représentation nationale. M. Lefranc-Auxerre a dit qu'il n'y a jamais eu de milice en Nouvelle-Calédonie-Kanaki. Jamais. Et mon dernier point, pour vous dire pourquoi je suis sceptique au nom du groupe GDR. Je rappelle quand même que le président de la République, quand il est parti là-bas, il a laissé une mission. Monsieur Le Haussaire, lors de ce groupe de contact, nous a dit « Cette mission, c'est mission impossible ». Vous avez eu le rapport de cette mission? On sait où on en est? Donc nous voterons donc, le report, mais franchement, entre nous, soyons sincères parce que l'impartialité, il n'y a pas d'impartialité s'il n'y a pas de sincérité. Monsieur Gassor, pour le groupe UDR, Madame Sophie Vaginet. Le micro. Ah, voilà. Le groupe UDR est favorable au report. Le projet de révision constitutionnelle portant modification du corps électoral en vue des prochaines élections provinciales, adopté à marche forcée par le Sénat et l'Assemblée nationale sous la pression du gouvernement, sans avoir au préalable recherché un consensus avec les parties prenantes, a conduit à une crise majeure en Nouvelle-Calédonie, ça a été largement rappelé, dont les effets dramatiques subsistent encore aujourd'hui à ce jour. Dans ce contexte, il est primordial de différer les élections des membres du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de façon à permettre un apaisement de la situation et la recherche d'un accord entre les divers partis politiques. Je vous remercie. Merci. Comme cela a été évoqué par le président avant que nous démarrions la séance, nous avons fait collectivement le choix de laisser la parole aux élus de la Nouvelle-Calédonie. On commence par Monsieur Mersdorf. Merci Madame la Présidente, merci aux différents collègues pour leur intervention. Je suis marqué par le fait qu'on pense et qu'on croit que les difficultés que l'on connaît aujourd'hui ont débuté par l'examen du projet de loi sur le corps électoral à l'Assemblée nationale. S'il y a eu ce projet de loi, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'accord depuis le 3e référendum qui date de 2021. Je rappelle que la Calédonie a choisi d'être française en 2018, 2020 et 2021. Et que, suite à ces 3 référendums, des discussions ont eu lieu. Mais que ce résultat contesté par le partisan indépendantiste le plus radical, ces discussions ont été boycottées. Et aucune volonté de ce parti indépendantiste radical n'a été mise sur la table pour trouver un accord politique depuis 2021. Et c'est pour ça que le gouvernement est venu avec le projet de dégel du corps électoral qui n'est ni plus ni moins qu'un droit de vote. C'est quand même dingue qu'on débatte du droit de vote de Calédoniens nés en Nouvelle-Calédonie ou de Calédoniens installés depuis plus de 20 ans en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement est arrivé avec ce texte sur un droit de vote parce qu'il y avait les élections provinciales qui étaient prévues à ce moment-là et que ça faisait 3 ans qu'on n'arrivait pas à trouver d'accord à cause des indépendantistes les plus radicaux.
Donc moi, ce que je veux vous dire là, chers collègues, c'est que je vous donne rendez-vous en novembre 2025. Parce qu'on a une date butoir, là, c'est novembre 2025. Nous, les non-indépendantistes, et je crois savoir que je suis considéré comme un des non-indépendantistes les plus fermes, on a participé à toutes les négociations depuis 2021. On n'a jamais utilisé la chaise vide. On va retourner demain, grâce à ce décalage des élections provinciales, à la table des négociations pour trouver un consensus, pour dialoguer comme on aime le dire ici. On va tout faire pour trouver un accord comme on l'a fait pendant 3 ans. Ma question, elle est simple. C'est que est-ce que notre partenaire le plus dur en face de nous va vouloir encore une fois de cet accord ou pas? Parce que s'il n'en veut pas encore, parce qu'on lui met dans la tête que la seule solution pour la Nouvelle-Calédonie, c'est l'indépendance malgré le vote des Calédoniens. Si ce partenaire n'en veut pas encore de cet accord, il va falloir prendre ses responsabilités en novembre 2025, encore une fois. Et personne ici ne pourra dire que le gouvernement a mal fait les choses, parce que ça aura été la responsabilité du Parlement. Donc, j'espère de toutes mes forces, pour que les Calédoniens puissent sortir par le haut de cette affaire, que nous allons trouver un accord politique. Mais ce n'est pas faire nous qu'il faut regarder. Et je vous, pour ceux que ça intéresse, conseille la lecture du discours du président de l'Union calédonienne, Daniel Goa, de ce week-end. Si vous trouvez une volonté de dialogue, d'apaisement et d'accord dans ce texte, vous me faites un petit mail. Voilà. Mais nous prendrons nos responsabilités comme d'habitude. Je vous remercie. Merci. Monsieur Emmanuel Djibaou. Merci de l'opportunité qui est donnée aux indépendantistes de pouvoir s'exprimer sur ce projet de loi en commission des lois sur le report des élections provinciales en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. C'est une décision qui était attendue pour certains et moins par d'autres, tant les urgences aujourd'hui dans mon pays s'expriment à tous les niveaux. Car si le 13 mai 2024, jour de déclenchement des émeutes, a drapé d'un voile noir l'héritage de 36 ans de paix sociale, cette date marque aussi le deuil de la volonté de faire consensus dans l'accompagnement de l'État vers la sortie de l'accord de décolonisation qui est l'accord de Nouméa. Aujourd'hui, on l'a rappelé, 5 mois après, le bilan est sombre. 2 milliards d'euros de dégâts, 6 000 emplois perdus, destruction d'infrastructures publiques, 3 usines à l'arrêt, 3 000 arrestations, 11 civils tués, 2 gendarmes. Nous ne mesurons pas encore l'ampleur du chaos dans lequel nous avons été emportés. Aujourd'hui, plus qu'hier, la responsabilité du politique est portée. Parce que nous n'avons pas pu, nous n'avons pas su faire aboutir la voie de la raison. Et les discussions institutionnelles engagées de part et d'autre ont abouti à une impasse. C'est le signe d'une méthode remise en question, notamment sur le passage en force du projet de loi constitutionnelle du dégel du corps électoral. Nombreux autour de cette table se sont exprimés sur cette méthode. C'est le sens aussi du questionnement qu'on a pu porter au sein du FLNKS, des indépendantistes, où il fallait maintenir ces élections avant le 15 décembre. Car certains remettaient en cause la légitimité des élus, partout, dans leur incapacité de gestion de cette crise politique et institutionnelle entre les partenaires de l'accord de Nouméa, que ce soit indépendantistes ou loyalistes, mais aussi État. Aujourd'hui, la donne, je pense, a évolué, mais nous ne restons pas dupes des déclarations qui ont été faites par le Premier ministre sur la non-soumission du projet de loi constitutionnelle relatif au dégel du corps électoral, de la mission qui sera prochainement conduite par les présidents des 2 chambres parlementaires. Il émerge de part et d'autre la volonté d'appréhender autrement la situation que par des décisions unilatérales depuis Paris.
il y a un nouveau ministre de plein exercice. C'est le signe aussi que les Outre-mer ne sont plus traités que sur des plans, autrement que sur les plans de questions d'intérieur et de politique de sécurité. Pour rappel, la donne a changé. Aujourd'hui, nous nous prononçons pour le report. Je rappelle ici le vote du Congrès de Nouvelle-Calédonie, ce qui a été mentionné par la mission, qui devait nous permettre de donner du temps, renouer le fil du dialogue. Je dis, on reste toutefois, comment dire, mesuré dans l'appréciation qui est portée. Il faut clarifier, comme je l'ai questionné au gouvernement, la méthode et le calendrier. Ne pas occulter que la question du report est aussi rattachée à la négociation d'un accord de sortie institutionnelle qui permettra d'asseoir une visibilité. Ouais. Donc c'est la solution qu'on choisit et puis qu'aujourd'hui, quand on est issu d'un peuple colonisé millénaire, nous aspirons à recouvrer notre liberté qui nous a été ôtée depuis 170 ans. C'est ce qui fait que nous nous prononcerons favorablement, enfin je me prononcerai favorablement sur le report de ces élections. Merci. Merci, Madame Emeline Kabidi. Merci Madame la Présidente. Je ne pensais pas que la parole me serait donnée, étant donné que les deux membres de mon groupe, Jean-Victor Castor et Emmanuel Djibaou, se sont déjà prononcés. Beaucoup de choses ont été dites. Je serai brève, mais pour vous dire que vous connaissez la composition du groupe GDR, 5 territoires d'outre-mer représentés pour 8 députés. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes généralement assez avares de compliments en ce qui concerne la méthode employée par le gouvernement envers nos territoires et nos populations. Aujourd'hui, vous avez entendu mes camarades s'exprimer avec force de conviction, avec beaucoup de scepticisme, mais aussi beaucoup d'espoir, et saluer un changement de méthode. Tourner vers le dialogue plutôt que vers la violence, tourner vers le respect plutôt que vers le mépris. Et il nous reste de tout ça le sentiment d'un immense gâchis, parce que bien avant la dissolution, avant qu'Emmanuel Djibaou soit élu, nous avions alerté à plusieurs reprises. Et si nous n'avions pas de boule de cristal, nous avions prédit les émeutes, nous avions prédit les manifestations, nous avions prédit les destructions, et nous avions malheureusement alerté sur ce qui nous semblait le pire, c'est-à-dire la perte de vie humaine. Et tout cela est arrivé, et mon collègue Jean-Victor Castor a raison quand il dit qu'aucune excuse, aucune reconnaissance de la responsabilité du gouvernement précédent, à minima, dans ce qui est arrivé, n'est encore intervenu, et je pense que la reconstruction et le processus de dialogue devra passer par cette reconnaissance pour qu'on puisse aller de l'avant. Pour le reste, vous dire que je suis presque un petit peu jalouse quand je vois toute la déférence avec laquelle on traite aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie et ses élus, quand dans le même temps, on applique les mêmes méthodes qui ont provoqué des dégâts en Martinique ou dans d'autres territoires. Et j'espère que le changement de méthode pourra trouver également à s'appliquer pour les autres territoires, et qu'on n'attendra pas systématiquement qu'il y ait des morts pour changer la façon dont on s'adresse à nos élus et à notre population. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres orateurs avant de passer de la réponse? Allez-y, M. Machaï. Oui, en quelques mots, on ne parle pas là d'une situation exotique, lointaine, qui devrait être regardée comme un épiphénomène. Moi, je fais partie d'une génération qui a été construite politiquement par la situation en Nouvelle-Calédonie-Kanaki, et en particulier au moment de l'assassinat de Jean-Marie Djibaou, où beaucoup ont compris en Hexagone quelle était la réalité
bien vivante des reliquats de la colonisation française, de l'accaparement de cette île par Napoléon III, non seulement pour ces terres, mais aussi comme stratégie de peuplement. Ce dont on discute, c'est la remise en cause fondamentale de ce qui nous a réunis, de ce qui a fait consensus national en 1988, c'est-à-dire un processus de décolonisation. C'est en ces termes-là que la question s'est posée, et sous l'égide de Michel Rocard, le dialogue entre les deux parties s'est installé et a été fécond. J'espère vraiment que ce qui est amorcé ici, dans une démarche, à mon avis, intelligente, apaisante, trouvera une issue, mais qu'à aucun moment on ne remettra en cause l'esprit des accords de Matignon et sa stratégie de décolonisation qui a été mise sur la table. Et enfin, dernier mot, je voudrais quand même dire ici qu'il faudrait qu'on ait conscience que ce que nous sommes en train de faire, c'est de réparer les dégâts causés par le président de la République. Une inconséquence de plus, inouïe quand même, inouïe. Est-ce qu'on se rend compte qu'en ayant ainsi, de façon si désinvolte, mis en cause la parole même de l'État français, provoqué une situation aussi grave, qui a échappé à tout le monde, on en est réduit aujourd'hui à réparer ces dégâts qu'il a provoqués lui-même. Bon, j'espère qu'on ne passera pas la législature, comme on a commencé à le faire, on le voit dans le débat budgétaire et les conditions dans lesquelles il se tient, à passer notre temps à réparer les dégâts de l'inconséquence du président de la République. Merci, Monsieur Léaumont. Merci, Madame la Présidente. Je crois que les mots que vient d'avoir Pouria Amirchahi sont ceux de la génération qui précède la mienne, qui a vécu ce qui s'est produit à Nouméa. Et moi, je suis d'une génération où on a appris à l'école que la colonisation était terminée. Dans les livres, dans les cours d'histoire que l'on reçoit pour notre part, on parle de la phase de la décolonisation et du recul de la France sur ce sujet-là. Mais on n'apprend pas dans les cours à l'école que la France est encore, à ce jour, une puissance coloniale. Et les Français ne se vivent pas, aujourd'hui, comme puissance coloniale. Or, pourtant, la France a reconnu, avec les accords de Nouméa, qu'elle était une puissance coloniale et que nous devions aboutir, en Nouvelle-Calédonie-Kanaki, à un processus de décolonisation. Ce qui a été remis en cause par le président de la République et par M. Darmanin dernièrement, c'est précisément la volonté d'aboutir à ce processus de décolonisation. Et on ne peut pas être dans une forme de trahison de la parole de la France, de la parole qui a été donnée. Parce qu'à partir du moment où on reconnaît un processus de colonisation, on reconnaît qu'il y a deux peuples, un peuple premier et puis un peuple qui est arrivé ensuite, qui est un peuple colonial. Et donc, nous devons aboutir à une situation qui soit une situation où les droits du peuple premier sont respectés. C'est ça qui doit être la logique qui doit guider l'action des législateurs dans ce moment si particulier de la vie de notre pays. Voilà, je pense, l'état d'esprit qui doit être le nôtre. J'entends parfois des marmonnements, des chuchotements lorsqu'on évoque les choses de manière aussi claire. Ici, par là-bas, j'entends une manière de concevoir les choses qui ne me semble pas à la hauteur. Mais voilà, je crois, l'état d'esprit qui doit être celui des législateurs. Savoir que lorsque la parole de la France est donnée sur un sujet, elle doit être respectée jusqu'au bout. Merci. Est-ce que d'autres personnes souhaitent s'exprimer avant que je passe la parole au rapporteur pour une synthèse? Non. Monsieur Boudier. Oui, merci Madame la Présidente. En écoutant la trentaine de personnes que nous avons auditionnées dans un temps très limité, une semaine, en leur ayant tous dit, Arthur Delaporte et moi-même, que ces échanges n'étaient pas le solde pour tout compte de l'intérêt que nous portions à la question calédonienne et que le dialogue devrait se poursuivre. J'ai pris le temps, comme certains d'entre vous probablement, de relire la déclaration de politique générale du Premier ministre Michel Rocard au mois de juin 1988. Et parmi les phrases qu'il prononce, elles sont importantes à cette occasion devant la représentation nationale, elles sont reprises dans le rapport d'ailleurs.
Il dit « Le temps est à rétablir la paix des cœurs, des esprits et des âmes, avant toute recherche de solutions juridiques ou administratives. » Ce sont des termes peut-être un peu vagues, mais je trouve que au mois d'octobre 2024, ils sont toujours, et les propos tenus devant la commission des lois ce matin par certains d'entre vous, ils sont toujours d'une profonde actualité. D'une profonde actualité. Bien sûr, le fait que certains d'entre vous prononcent le terme colonisation, décolonisation, suscite des réactions, c'est normal, ça s'appelle un débat. Mais je n'ai pas terminé ma phrase. Au point 4, en effet, et à d'autres moments de l'accord de Nouméa, du préambule en particulier du 5 mai 1998, bien sûr que l'enjeu de la décolonisation est visé explicitement, parce qu'il fait partie des éléments qui ont été le ciment des accords de Nouméa. Et donc, lorsque j'entamais ma prise de parole pour présenter le rapport, il y a maintenant quelques minutes, pardon, je disais, il faut, je pense, s'interdire de projeter nos débats nationaux, hexagonaux, sur la situation locale. Et il faut convenir que l'enjeu colonisation-décolonisation est en effet parmi les éléments de débat, de discussion entre Calédoniens. Et ça n'est pas pour rien que la question de l'autodétermination est aussi essentielle, la question aussi de la relation à la France. Et mes chers collègues, nous pouvons évoquer ces questions avec, j'allais dire, un sens éminemment républicain, sans anathème entre nous. Je ne partage pas, mon cher collègue Jean-Victor Castor, ce que vous dites, et je ne suis pas là pour en prendre la défense, des propos tenus par Michel Barnier, cette fois-ci dans sa déclaration récente de politique générale, car il n'a pas parlé des intérêts stratégiques de la France à cette occasion. Il a même parlé, ce sont ses termes, de la diversité du peuple calédonien. Du peuple calédonien, ce sont ses termes. Et il a indiqué qu'il lui paraissait nécessaire de reporter à fin 2025 les élections, précisément pour que nous puissions trouver le chemin du dialogue. Les Calédoniens et le peuple calédonien, c'est son terme. En tout premier lieu, je ne partage pas par conséquent un certain nombre de mots forts, je peux les comprendre, que vous avez employés, qui ne correspondent pas d'ailleurs, je parle sous le contrôle d'Arthur Delaporte, à la tonalité des propos qui ont été tenus dans nos propres échanges avec les acteurs les plus directement concernés à l'occasion des auditions de ces derniers jours. Je ne suis pas non plus certain, je fais référence là à plusieurs des interventions, je n'en citerai pas les auteurs, mais ils sont nombreux, 3 ou 4. Je ne suis pas certain que la bonne stratégie ou la bonne démarche dans les jours, les semaines qui viennent, soit de vouloir systématiquement faire le procès de l'État ou le procès des gouvernements précédents. Il y aura toujours des éléments à trouver, à discuter, et notamment sur un sujet aussi sensible et un sujet qui clive très profondément l'archipel. On peut trouver systématiquement des éléments qui divisent. Moi, ce que je retiens, en tout cas, permettrait de faire part d'un avis personnel, des auditions de ces derniers jours, c'est qu'en tout cas, il est impératif. Il est absolument impératif que l'État soit d'une totale impartialité. Toujours, toujours, toujours. Et garant de la continuité. Aujourd'hui, de la continuité de la reconstruction économique et sociale qui est indispensable. Et dès à présent aussi, de la continuité du dialogue qui doit intervenir et s'engager, et à très court terme, entre les parties prenantes. Voilà les quelques éléments que j'avais en tête en réponse à vos remarques. Je dirais que sur la question du projet de loi constitutionnelle et de la perspective du Congrès, moi, ce que j'ai compris des différentes interventions, je pense ne pas être le seul,
des interventions à la fois du chef de l'État, du Premier ministre, c'est qu'en l'État, la question du corps électoral demeure un élément stratégique. Et d'ailleurs, tous nos interlocuteurs, quelle que soit la sensibilité, ont toujours reconnu que la question du corps électoral était évidemment une donnée essentielle, avec parfois des visions différentes. Mais que, en tout cas, le texte que nous avons ici adopté ne fera pas l'objet d'une réunion du Congrès. Mais la question du corps électoral reste un élément des débats à venir. Et pour conclure, et c'est au fond l'élément qui me semble être celui d'espoir. Tous les interlocuteurs ont noté, ont observé, ont signalé que jusqu'au 13 mai, le dialogue s'était maintenu entre les parties prenantes, toujours. Que des avancées significatives avaient été engagées, pas abouties, c'est vrai, mais toujours entre les parties prenantes, sur les éléments que nous avons pu évoquer il y a quelques instants, la question de l'autodétermination, la question de la relation à la France, la question du corps électoral, j'en parlais il y a quelques instants, mais aussi la question des réformes internes indispensables aux institutions calédoniennes elles-mêmes. Et puis je veux remercier à la fois Nicolas Mesdorf et Emmanuel Djibaou d'avoir pu faire part en commission de loi, je crois que c'était précieux, de leur point de vue, parce qu'il est pour nous évidemment extrêmement important. Merci à vous. Merci, Monsieur Delaporte. Merci, Madame la Présidente. Je ne vais pas redire ce qu'a dit mon collègue Florent Boudy à l'instant, mais si aujourd'hui nous sommes réunis pour discuter d'un sujet, comme l'a dit Philippe Gosselin, délicat, et qui a mené au chaos que nous avons évoqué collectivement, c'est bien parce que, comme l'a dit Nicolas Mesdorf, les difficultés n'ont pas commencé avec ce projet de loi constitutionnel. Les difficultés, elles sont issues d'un système colonial dont les tenants et les aboutissants sont connus de tous, mais qui a créé et cristallisé des tensions politiques, qui a généré des inégalités profondes, qui a créé des injustices, ce système colonial, qui sont encore vécues aujourd'hui. Et donc oui, évidemment que le 13 mai n'est pas... c'est un déclencheur, mais ce n'est pas la cause absolue de toute la situation que nous voyons aujourd'hui. Sans projet de loi constitutionnel, il n'y a pas cette étincelle qui abrase tout. Mais sans colonisation, il n'y a pas non plus cette situation. Bref, aujourd'hui, et je trouve que les débats que nous avons eus, ils sont extrêmement responsables parce que chacun peut se dire d'où il parle, sa vision, dans le respect. Et j'espère que notre capacité ici à parler dans le respect, elle est aussi le signe derrière d'un processus respectueux des positions des uns et des autres, parce que malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et si, chers collègues du groupe EPR, vous ne partagez pas la tonalité de l'exposé des motifs de la proposition de loi, organique du Sénat, c'est bien parce qu'il y avait, dans les mots de mes collègues Patrick Kanner, Corinne Narassiguin, Rachid Temal et Viviane Artigalas, qui sont les co-auteurs de cette proposition de loi, une forme de critique de la méthode des gouvernements, et notamment du gouvernement de Gabriel Attal. Alors peut-être que cela, vous ne pouvez pas le partager, mais je crois en tout cas que nous pouvons collectivement comprendre qu'il y a eu, en tout cas chez les socialistes du Sénat, la volonté de retrouver une méthode qui avait été celle des gouvernements socialistes qui ont permis d'écrire des pages de paix pour la Nouvelle-Calédonie, comme l'a dit Emmanuel Djibaou, depuis 36 ans. Maintenant, notre rôle et notre responsabilité collective, c'est justement d'essayer de favoriser la reprise du dialogue. Et
contrairement à ce que dit mon collègue Lachaud, cette proposition de loi n'est pas une fixation des élections en novembre. C'est une date butoir pour des élections en novembre. Et si jamais il y a un accord rapide, ce que nous pouvons souhaiter de nos voeux, il peut y avoir aussi des élections plus rapidement qu'en novembre prochain. C'est néanmoins du temps. Et c'est ce qu'a dit Emmanuel Tjibaou. Il faut redonner du temps pour essayer d'obtenir un accord. Si on faisait, et peut-être que nous le discuterons à l'instant, des élections en avril, alors on recrée ce qui a causé cette situation. On recrée une situation de durée limitée et de date butoir trop proche. Et si la date butoir est trop proche, alors le risque est que, de nouveau, on n'arrive pas à se remettre autour de la table. Voilà, c'est tout. L'objectif de cette loi, c'est de dire remettons-nous autour de la table. Je crois qu'on peut tous le partager. Et maintenant, il reste à construire cette table et à ce que tout le monde participe. Et je crois de bonne volonté. C'est en tout cas ce qui m'est apparu dans les auditions que nous avons menées. Et je le dis au collègue Metzdorf, quel que soit le camp politique qui s'est exprimé, tout le monde veut discuter. Tout le monde veut trouver un accord. Évidemment, tout le monde ne partage pas forcément le détail de tout. Mais ce qui est apparu au cours des auditions, c'est qu'il y avait, même sur des sujets complexes, comme le corps électoral, une volonté et une capacité, je pense, à avancer collectivement. Et donc, c'est avec cet esprit optimiste et cette confiance dans les acteurs locaux que je pense nous devons avancer collectivement aujourd'hui. Merci. Chers collègues, nous allons passer à l'examen du texte. Donc, article 1er, l'amendement numéro 1, c'est M. Lachaud qui le défend. Oui, merci Madame la Présidente. Mais justement, nous allons pouvoir avoir le débat que vient de soulever le rapporteur de la Porte. Ce que je comprends de ce que vous nous dites, c'est que, en gros, vous espérez que les nouvelles élections se fassent non pas dans le cadre des accords de Nouméa, mais dans le cadre d'un nouvel accord. Force est de constater que cela, en termes de calendrier, est complexe. Imaginons que nous ayons un accord au mois de mars. Il nous faut un projet de loi constitutionnelle suivi d'un projet de loi organique, suivi d'une révision des listes électorales. Je ne vois pas comment cela tient d'ici le mois de novembre. La proposition de cet amendement est de réaffirmer une chose. Les accords de Nouméa, contrairement à ce que nous a dit l'estimé collègue Gosselin, ne sont pas caducs. Ils existent et ce sont dans le cadre de ces accords de Nouméa que les élections doivent avoir lieu ou peuvent avoir lieu et qu'il faut trouver un accord global. La proposition de cet amendement vise à dire tenons les élections au plus tôt pour pouvoir ensuite travailler sur un accord pour que de nouvelles élections, dans le cadre d'un nouvel accord institutionnel, puissent avoir lieu. Parce que moi, j'aimerais avoir l'avis des rapporteurs. Pensez-vous réellement que des élections vont pouvoir se tenir d'ici novembre dans un nouveau cadre institutionnel? Merci. Qui répond, Monsieur Boudier? Oui, nous nous sommes partagés les amendements. Il y en a deux, donc il y aura deux prises de parole. D'abord de ma part pour le CL1 de Bastien Lachaud et le CL3, ce sera Arthur Delaporte. Bon, mais vous dites accord de Nouméa, est-ce qu'on va se situer dans cette continuité ou pas? Je pourrais apporter une réponse juridique. Elle a été apportée il y a quelques instants par Philippe Gosselin. Bon, mais au fond, ce seront aux parties prenantes d'en décider. Ce sera aux parties prenantes d'en décider. Dans quel cadre seront-ils? Il faut que l'État assure, je le redis, son impartialité. Il faut que l'État réponde à des questions précises. Je pense notamment à l'urgence budgétaire. Et je le redis, nous aurons la discussion avec le ministre des Outre-mer cet après-midi concernant l'immédiateté. La question, et je crois que c'est Paul Molac qui faisait référence, la question d'un PLF 2025 qui manifestement ne répond pas même aux engagements pris par le ministre des Outre-mer du retour de l'archipel. Il y a aujourd'hui 500 millions d'euros au titre du PLF 2025 qui sont en fait le renouvellement des avances faites aux collectivités territoriales pour 400 millions. Donc il n'y a que 100 millions d'euros de plus qui sont des avances et donc des prêts. Donc l'État devra apporter des réponses, bien sûr. Mais le cadre,
celui dans lequel devront discuter les parties prenantes. Nous l'avons dit il y a quelques instants, il y a 4 questions qui sont posées, elles sont majeures. La question du corps électoral, la question de l'autodétermination, la question de la relation à la France et la question des réformes internes. C'est-à-dire, c'est nos interlocuteurs, quelle que soit leur sensibilité, dans toute leur diversité, qui pointent que ces 4 éléments-là sont le socle de la discussion qui devra s'établir. Mais ça n'est pas ni à vous, Monsieur Lachaud, ni à moi, de dire quel sera le cadre institutionnel dans lequel devront intervenir les parties prenantes. Et puis, vous dites dans l'exposé de vos motifs, et j'en terminerai par là, c'est un paradoxe, vous dites, c'est votre liberté bien sûr, vous dites les gouvernements précédents, Attal, Borne, Castex, je reprends vos termes, ont privilégié le passage en force. Mais le passage en force, pour le coup, là, dans les prochains mois, ce serait de dire, écoutez, les amis, tout s'arrête. Tout s'arrête au printemps. Vous devez discuter tout de suite, maintenant, absolument à marche forcée, et on vote au printemps. Mais je crois que c'est la meilleure façon de figer la discussion. Je crois que c'est la meilleure façon de faire en sorte qu'il n'y ait pas de discussion possible entre les parties prenantes. Nous voulons laisser la possibilité au dialogue de se faire avec la conscience, et croyez-moi, hein, la conscience aiguë de ce que rien ne sera simple, et que même en reportant les élections au 30 novembre 2025, au plus tard, rien n'est acquis, parce que tout dépend de la capacité des parties prenantes, de l'impartialité de l'État, de la liberté qui sera celle de la mission parlementaire Larcher-Braun-Pivet, de pouvoir engager des discussions fructueuses. Et c'est par conséquent, évidemment, un avis défavorable que je donne à cet amendement. Merci. Monsieur Amir Chahi. Oui, moi, il m'avait semblé initialement qu'il était important, effectivement, de repartir des bases de l'accord de Nouméa de 88 et de ne pas tordre les engagements qui avaient été pris, y compris suite aux différentes élections intermédiaires concernant le corps électoral. Néanmoins, j'écoute les uns les autres, je vois qu'il y a un consensus global sur le report de cette élection. Je me suis tourné vers mon collègue et camarade Djibaou, qui lui-même me confirme être partie prenante d'une décision qui fait le consensus ici, à savoir un report d'ici novembre, et non pas en novembre forcément. Ça effectivement appuie ce que Arthur Delaporte vient de signifier aussi, et qu'il convient dès lors de laisser aux parties prenantes, toutes les parties prenantes, d'en déterminer les conditions et le cadre. Personnellement, je le dis, je préférais effectivement qu'on respecte totalement les engagements qui avaient été pris. Mais dès lors qu'on est dans cette configuration nouvelle et que chacun s'entend pour engager un nouveau cycle de discussion, ça me semble important de les soutenir dans cette démarche. Je fais une deuxième remarque en codicile, c'est que quelles que soient les décisions prises, ça vaut y compris à terme pour une éventuelle indépendance de la Nouvelle-Calédonie-Kanaky, ça concernera tous les habitants de la Nouvelle-Calédonie-Kanaky. Et donc ceux qui ne sont aujourd'hui pas indépendantistes, se disent loyalistes, seront concernés par le destin de l'île tout autant. Et ça vaut dans les deux sens. Donc il me semble à cet égard que bien que je comprends parfaitement l'amendement de date proposé par Bastien Lachaud, qu'il vaut mieux par sagesse s'en remettre à ce que les parties prenantes directement concernées ont décidé elles-mêmes. Merci, Monsieur Lachaud. Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur président, vous n'avez pas répondu à mon interrogation, parce que, d'une certaine manière, nous nous plaçons dans deux sphères un petit peu séparées en termes de réflexion. Moi, je pense que les accords de Nouméa ne sont pas caducs. Et d'ailleurs, le principe même de l'accord le stipule. Donc les élections peuvent se tenir dans le cadre des accords actuels, donc peuvent se tenir avant qu'il y ait des discussions et qu'il y ait un nouvel accord. Donc il ne s'agit pas de mettre un couteau sous la gorge à qui que ce soit en disant qu'on le fait en mai. C'est au contraire une autre alternative de dire réélisons tout le monde, discutons et voyons si un nouvel accord advient, mais parce que jusqu'à nouvel ordre, l'accord de Nouméa n'est pas caduc. Les trois référendums ne mettent pas un terme à l'accord de Nouméa. C'est l'accord de Nouméa dit, une fois que les trois accords sont advenus, les parties prenantes doivent se mettre d'accord sur un nouveau cadre institutionnel. En attendant, c'est le cadre institutionnel actuel qui existe. Donc cet amendement ne met le couteau sous la gorge de personne, mais essaye de justement ne pas nous retrouver dans une situation absurde où un accord surviendrait en avril-mai et que nous soyons tenus de tenir des élections sur les bases d'un accord antérieur.
Mais j'entends les remarques qui sont faites. Je vais retirer cet amendement et nous en rediscuterons en séance. Merci. Donc l'amendement est retiré. Nous passons à l'amendement 3. Monsieur Lachaud. Oui, merci Madame la Présidente. Un amendement pour demander que les élections provinciales ne puissent pas se tenir tant que des prisonniers politiques existeront et que l'ensemble des prisonniers politiques indépendantistes n'auront pas été libérés et rendus à leur territoire et à leur famille. Aujourd'hui, nous avons une situation totalement absurde où des responsables politiques, le président du FLNKS est emprisonné en Hexagone dans le cadre d'une décision qui a été cassée par la Cour de cassation, donc une décision illégale de transfèrement. Nous ne comprenons pas comment une telle situation pourrait perdurer. Christian Théin pourrait donc être candidat aux élections, pourrait être élu président de province tout en étant en prison en Hexagone. Cela est aberrant, cela va en contradiction avec les textes de l'ONU et le droit des peuples colonisés à lutter pour leur décolonisation. Donc il nous semble impossible que des élections se tiennent dans un tel contexte. Merci, Monsieur Delaporte, pour l'avis des rapporteurs. Oui, merci, Monsieur Lachaud. Vous avez raison, il me semble, d'évoquer le sort de certains détenus militants indépendantistes et de leurs conditions d'incarcération. Pour certains, ils ont été transférés par avion spécialement affrété de nuit pour un placement en détention provisoire et leurs avocats ont raconté des conditions de transfèrement de la manière suivante. Nos clients sont restés menottés et sanglés à leur fauteuil pendant tout le transfert et puis ils avaient interdiction de parler. C'est une méthode qui m'interroge et qui ne peut nous laisser indifférents. Nous savons parfaitement le ressenti éprouvé de cette décision par de nombreuses et nombreuses habitantes. Nous devons l'écouter. Je me permettrai de préciser un certain nombre de choses. D'après les données qui nous ont été fournies par le cabinet du ministre des Outre-mer, 11 militants font face à une procédure judiciaire. 11 sont en France hexagonale, dont le président désigné en août dernier du FLNKS, Christian Théin, que vous venez d'évoquer. 2, par ailleurs, étaient au camp Est en Nouvelle-Calédonie, mais ont été remises en liberté sous contrôle judiciaire. S'agissant donc de la décision de la Cour de cassation que vous évoquez, 3 maintiens en détention ont été confirmés. 2 doivent de nouveau être examinés par la Cour d'appel, dont celui de M. Théin. Il y a évidemment donc une interrogation légitime qui se pose quand des personnes sont transférées à 17 000 km de chez elles en vue d'une incarcération qui porte évidemment atteinte à leur capacité à entretenir des liens avec leurs proches. Cela étant dit, chers collègues, et vous le savez, le Parlement ne peut pas se prononcer ou lier ces décisions ou conditionner une élection à une libération qui relève de la compétence du juge judiciaire. Cela porterait non seulement atteinte à la séparation des pouvoirs, mais serait également anticonstitutionnel pour l'organisation et la tenue de la vie démocratique en Nouvelle-Calédonie. Pour rappel, ces décisions de transfèrement sont de la compétence du juge des libertés et de la détention, susceptibles d'appel, et donc suivent le cheminement classique d'une procédure judiciaire dans notre pays. Et nous ne pouvons pas contester, même si vous avez entendu ici un ressenti, cette décision de justice motivée par le seul juge. Il ne m'est donc pas possible de donner un avis favorable à cet amendement. Il me sera donc fait une demande de retrait ou à défaut, ça sera un avis défavorable. Merci, Monsieur Lachaud. Merci Madame la Présidente. J'entends que le concept de séparation des pouvoirs puisse être appelé dans la réponse du rapporteur. Je tiens juste à lui rappeler que les instances et les institutions européennes considèrent que la justice en France n'est pas indépendante parce que
parce que les procureurs sont sous l'autorité du ministre de la Justice. Et je tiens d'ailleurs à rappeler que dans le cas qui nous occupe, la demande de dépaysement de l'affaire a été jugée d'un point de vue négatif par le procureur de Nouméa, mais étonnamment, après le changement de gouvernement, le procureur près de la Cour de cassation a lui jugé nécessaire ce dépaysement. Nouveau gouvernement, nouvelle décision de justice. On pourra, je laisse chacun libre arbitre, libre juge de l'indépendance de ces décisions, mais il n'empêche que nous sommes là devant un cas de procès politique et je ne vois pas en quoi nous devrions laisser le juge judiciaire décider de l'avenir du président du FLNKS, car cela nous pose clairement un problème, y compris dans la possibilité d'avoir des négociations apaisées sur ce territoire. Monsieur Boucard. Merci Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs. Il faut quand même prendre la mesure de ce qui vient d'être raconté par Monsieur Lachaud de la France Insoumise. L'état de droit, tout ça, on s'en fout, on s'assied dessus. On est en commission des lois. L'état de droit, enfin franchement, il y a des décisions de justice qui sont rendues. On se moque de la vie du juge, etc. Mais attendez, on veut écrire dans la loi qu'on subordonne la tenue d'élection à la libération. Alors, moi, je ne me prononce pas du tout sur le fond. D'abord, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat, je ne suis pas un grand spécialiste de la question. Mais la réalité, c'est qu'on là, on conditionne des élections à la libération de personnes. Et puis quoi encore ? Non mais, et puis quoi encore dans une république, dans une démocratie, au titre de la séparation des pouvoirs? Enfin, vous avez dans votre groupe des gens qui citent matin, midi et soir la Déclaration des droits de l'homme, la Constitution, et finalement la Constitution, c'est quand ça vous arrange. Non mais attendez, franchement, puis depuis tout à l'heure, là, on n'a que des collègues qui s'expriment, qui font les grands experts de la question. Moi, j'ai entendu très attentivement tout à l'heure les collègues de Nouvelle-Calédonie ou de Kanaki s'exprimer. Ils ont des positions, ils nous expliquent qu'il y a un consensus qui se fait à propos de quelques sujets. Enfin, la situation est suffisamment grave là-bas, me semble-t-il, pour que chacun ne prenne pas la parole pendant 10 minutes pour faire sa petite vidéo, etc. On a un consensus qui s'est dégagé, tout le monde semble d'accord, allons au vote, ne racontons pas des âneries, arrêtons de remettre en cause en permanence la justice, de laisser croire que la justice de notre pays serait instrumentalisée, que les décisions seraient prises en fonction de tel ou tel de tels intérêts. Ne jetons pas de l'huile sur le feu pour quelques intérêts politiques ou électoralistes. Merci, monsieur. Monsieur Sébastien. Pardon, Madame Semaï. Merci Madame la Présidente. Alors avant de commencer, je vais rappeler à mon collègue que celui qui s'assoit sur l'état de droit, ce n'est pas nous, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc merci de ne pas nous faire de faux procès. Un mot sur l'amendement de mon collègue. Je trouve extrêmement intéressant cet amendement parce qu'il nous permet quand même de parler de ces prisonniers politiques. Je le redis, on est dans le cadre d'un texte qui va être voté pour demander le report d'élections dont on sait à quel point ça a été compliqué il y a quelques mois de cela. Ça a été dit par mon collègue Castor, on a besoin de restaurer la confiance, de faire en sorte que cette mission, ou en tout cas ce temps de dialogue, puisse se faire dans de bonnes conditions. Donc restaurer la confiance passe aussi, je pense, à un moment par aborder cette question de la libération de ces prisonniers qui sont aujourd'hui à 17 000 km de chez eux. Je pense que c'est essentiel. On doit pouvoir réaffirmer que ça doit faire partie du temps de débat et d'échange d'ici à ce que les élections se tiennent. Et je redis aussi qu'on a besoin d'avoir de l'indépendance dans ces débats, parce que moi aussi, j'ai été assez choquée par les propos qui ont été tenus lorsqu'on a auditionné la mission de dialogue, lorsque nous leur avons demandé de nous répondre sur le rôle de l'État dans ce qui s'était passé en Nouvelle-Calédonie. Ils se sont réfugiés derrière leur devoir de réserve. Alors soit cette mission de dialogue est indépendante, et dans ce cas-là, elle travaille en toute indépendance, il n'y a pas de devoir de réserve, soit ce n'est pas indépendant et ils sont là pour ne pas critiquer l'État. Et là, ça nous pose un problème sur le travail qui est mené en Nouvelle-Calédonie, Kanaki. Donc, moi, je le redis, ce débat ne doit pas être occulté, il doit être absolument abordé. Il y a 4 thématiques qui ont été proposées, qui sont dans le cadre de ces discussions. Je pense que la question de la libération des prisonniers politiques doit en faire partie. Et enfin, sur le fait de ne pas remettre en cause, en tout cas de ne pas juger ce qu'a fait l'État dans cette affaire, quand même, on le sait que c'est bien ce qui s'est passé par le vote, le passage en force de ce texte qui a conduit à tout ce qui a eu lieu depuis l'année dernière. Et moi, pour ne pas citer l'ancien Premier ministre, je rappelle que c'était lui qui avait dit « tu casses, tu répares », donc maintenant, à vous de réparer. Merci, Monsieur Léaumont. Merci, Madame la Présidente. Bon. Il faut avoir en tête la situation coloniale. Si on ne part pas du point
il y a une situation coloniale en Nouvelle-Calédonie-Kanaki, on ne comprend pas pourquoi cet amendement a du sens. Cet amendement, il est en train de vous dire il y a des prisonniers qui sont des prisonniers politiques. Si ce sont des prisonniers politiques en raison du fait, et vous m'avez cité, je pense, en disant, je cite souvent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a un article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que beaucoup de gens oublient souvent. C'est l'article 2 qui définit les droits. Parmi ces droits, il y en a un qui est le droit de résister à l'oppression. Lorsqu'il y a situation coloniale, la situation est une situation d'oppression des libertés. Et notre pays se comporte en puissance oppresseur. C'est ça le problème qui est posé. C'est qu'à partir du moment où vous considérez que nous serions autre chose qu'une puissance coloniale, alors vous ne comprenez pas la révolte légitime du peuple kanak. Et dès lors, vous voulez appliquer des lois qui sont les lois que nous mettons en place sur la base et contre des individus qui ne reconnaissent pas comme totalement légitimes nos institutions. Et c'est normal, puisque nos institutions sont dans une situation coloniale. Donc, ce que nous vous disons avec cet amendement-là, c'est que si on essaye d'aller vers une situation d'apaisement, ce que je crois tout le monde ici souhaite, quelles que soient nos opinions politiques personnelles sur ce sujet, si nous voulons aller vers une situation d'apaisement, la question des prisonniers politiques doit être traitée et que l'une des manières de le traiter, c'est peut-être la manière que nous proposons, mais cela peut être aussi une autre manière, avec notamment une demande du parquet d'aller vers autre chose, d'autres types de peines. Vous savez, il y a d'autres types de peines. Il y a par exemple les bracelets électroniques, il y a pointer au commissariat si jamais vous voulez appliquer ces règles-là. Mais si on veut aller vers une situation d'apaisement, eh bien je pense que traiter la question des prisonniers politiques est central. Merci. Madame Capdevielle. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Nous évoquons ici la situation de la Nouvelle-Calédonie et moi je voudrais, à titre d'exemple et dans cet esprit d'apaisement qui nous occupe, vous parler de ce que j'ai vécu dans mon territoire au Pays Basque. L'un des derniers conflits armés en Europe était au Pays Basque. Je vis à Bayonne, j'y travaille depuis extrêmement longtemps et nous avons vécu un conflit armé extrêmement important. Un processus de paix a été mis en place et a été accompagné par l'État français. Je peux vous assurer que dans le cadre du processus de paix, la question des prisonniers a été au cœur et la question du rapprochement des prisonniers qui étaient disséminés dans l'ensemble de l'État français. C'est pas, ça a fait partie par l'ensemble de la société, l'ensemble des partis politiques. La société civile a été associée à ce processus de paix complexe et la question des prisonniers et la question du rapprochement des prisonniers faisait partie des conditions de la négociation et de ce processus de paix. Et je vais même au-delà. En avril 2017, un accord avec le gouvernement français pour arriver à mettre un terme et pour faire aboutir ce processus de paix, l'État a accompagné la remise des armes. Je parle bien de la remise des armes. Donc ces questions-là que vous évoquez aujourd'hui sont des questions normales dans le cadre d'un conflit important, tel que moi en tout cas je l'ai connu dans mon territoire, et qui fait qu'aujourd'hui nous vivons dans une situation de paix, ce qui n'a vraiment pas été le cas, dans une situation où on peut se parler et où tous les acteurs de la société civile peuvent enfin se parler et travailler ensemble. Donc je tenais quand même à apporter ce témoignage d'un territoire de la République, d'un territoire métropolitain où nous avons connu cette situation. Je vous remercie. Merci. Monsieur Lachaud. Oui, je retire l'amendement et je trouve que le débat est intéressant et que nous pourrons l'avoir à nouveau utilement en séance. Merci. Donc pas de prise de parole sur l'amendement. Messieurs les rapporteurs. L'amendement étant retiré, il clôt au moins temporairement ce débat. Non. Monsieur Lachaud a demandé, souhaité retirer son amendement. Il a retiré son amendement. De toute façon, il s'en va. Donc, non, je ne crois pas, non.
Alors, je crois que... Enfin, si je peux sortir de mon rôle, mais... on doit ici avoir une attitude respectueuse du débat et de la procédure. Tout simplement, quand un amendement est retiré, la discussion s'arrête. De la même manière que nous devons avoir une attitude collectivement respectueuse des procédures de l'état de droit dans notre pays. Et il me semble que les mots qui ont été employés par mon collègue Lachaud, qui nie l'existence de l'indépendance de la justice dans notre pays, sont de nature, finalement, à ne pas permettre d'avoir de la sérénité dans le débat que nous appelons collectivement. Je dirais cependant qu'on peut, individuellement, en tant que citoyen, critiquer des décisions de justice, mais que le propre de l'institution judiciaire, c'est aussi la capacité à faire appel ou à se pourvoir en cassation. Et d'ailleurs, je noterai que mon camarade Lachaud a cité, à l'appui de sa démonstration, une décision de la Cour de cassation. C'est bien qu'il reconnaît une légitimité au principe du contradictoire, à la capacité de faire appel et de se pouvoir en cassation. Donc, à partir du moment où on reconnaît la légitimité du processus judiciaire, même si on conteste certaines décisions individuelles de juges, eh bien, je crois que, collectivement, nous devons éviter, par ailleurs, d'entretenir la confusion entre, d'une part, les procureurs et, d'autre part, les juges judiciaires. Il y a ici des décisions de juges judiciaires qui sont, pour le coup, indépendants et l'Europe ne remet pas en cause l'indépendance du juge judiciaire. Voilà, je tenais quand même à le rappeler ici dans cette commission des lois. Ce débat étant, il me semble, clos, il ne clôt pas, lui, le débat plus large de la question du traitement qui a été fait à ces prisonniers et à la nécessité aussi, et la justice devra y prendre sa part, et plus largement l'administration pénitentiaire, dans la capacité à retrouver, par cette situation du rapatriement que je souhaite des prisonniers, une situation plus apaisée. Parce que c'est ça l'objectif collectivement que nous avons partagé aujourd'hui. Et chers collègues, je vous remercie, quels que soient vos groupes, pour les mots que vous avez employés et pour la démarche commune qui est celle du consensus retrouvé, de l'apaisement et surtout du dialogue, qui est à la fois notre responsabilité, mais qui demain, et après le vote de cette loi, sera d'abord la responsabilité du peuple calédonien. Je vous remercie. Merci, Monsieur Boudier. Très brièvement, pour conclure sur ce sujet qui nous réunira à nouveau le 6 novembre dans l'hémicycle. Je voudrais remercier Bastien Lachaud, qui est parti, mais il saura que j'ai parlé de lui. Le remercie parce qu'il a fait, au fond, la démonstration de ce qu'il ne faut surtout pas faire sur la question néo-calédonienne, c'est-à-dire l'hyper-conflictualisation d'une situation dans l'archipel qui est d'une particulière complexité. Et j'avais pris la peine de débuter nos discussions en disant humilité, mes chers collègues, en me l'appliquant à moi-même, et compréhension des enjeux locaux et dénationalisation du débat en Nouvelle-Calédonie. C'est, à mon avis, pas simplement une règle éthique, c'est même de l'hygiène politique que de le faire. Et puis, moi, je ne fais pas partie de ceux qui critiquent le ministre de l'Intérieur lorsqu'il écorne, à mes yeux, l'état de droit, et qui, à l'inverse, s'assoit sur l'état de droit en dénonçant une justice qui, en France, ne serait pas indépendante. Ça n'est pas acceptable. Les prisonniers politiques, je rappelle ce qu'est qu'un prisonnier politique. Un prisonnier politique, c'est une personne qui est emprisonnée en raison de ses opinions politiques. En France, dans la République, mes chers collègues, il y a des prisonniers quand il y a des infractions et qu'elles ont été jugées comme telles par un juge judiciaire qui est indépendant. Mes chers collègues, en tout cas, sur le report des élections, notre souhait, je crois qu'il est collectif et je crois qu'il doit surtout dépasser nos sensibilités. Notre souhait, c'est qu'après le 6 novembre, après que nous ayons adopté, je l'espère, conforme, comme nous le faisons ce matin, probablement la proposition de loi organique, c'est qu'une nouvelle phase et une nouvelle période s'ouvrent. Et cette période ne peut, et nous devons le souhaiter de toutes nos forces, aboutir qu'à un dialogue, parce qu'il faudra un accord pour sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui.
Merci. Avant de procéder au vote des 3 articles de ce projet de loi, proposition de loi organique, rappelez à M. Gély que d'autres orateurs étaient inscrits et qui, eux, ne contestent pas les règles de fonctionnement de notre commission. Passe au vote de l'article 1er. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'article 2 de cette proposition de loi organique, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'article 3, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Cette proposition de loi... Il faut voter l'ensemble visant à reporter le renouvellement général des membres du Congrès des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Cette proposition de loi est donc adoptée. Je vous remercie. Je propose une suspension de séance de 5 minutes.